Émission 559. Cette semaine, Green Lantern Earth One Volume 1. En direct de leur studio, situé à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine en studio, je suis entouré d'une équipe dont les membres se demandent « c'est qui déjà ce gars-là ?» Je vous les présente à l'instant. Le premier se pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'il déteste le plus? La canicule ou l'hostie de voisin pour qui parler, c'est notre équivalent de gueuler? Simon Chénier est avec nous. Bonjour, Simon. La canicule. Ouais, je peux dealer avec le voisin. Ouais. Les deux sont lourds. Bravo, t'as fait une intro normale. Oui, c'est ça. Ça, c'est le texte qu'il fallait que je dise, que je disais tout croche. Ben, tu pouvais faire ta variante, c'est correct. Il faut s'approprier le show quand on l'anime. Le dernier, lorsqu'il a appris le sujet de cette semaine, s'est dit « Voyons, coudon, je me fais-tu troller? » Laurent Boutin de Planète BD. Bonjour, Laurent. C'était vraiment ça, en plus. À chaque fois, je suis comme « Ah oui, je veux venir. Ah, ton maudit DC à marde. » C'est pas voulu, mais là, je pense que je vais l'assumer. À chaque fois que tu vas venir à l'émission, on va parler de DC Comics. Parce que je vais te faire apprendre à aimer DC Comics. Je vais passer pour le chialeux de service tout le temps. Mais en même temps, j'aime des affaires. Hein? Mais oui, à la maison, j'aime des affaires. T'en consommes pas mal de BD quand même. Là. Je veux dire, tu consommes du DC, tu consommes du Marvel. Ben, tu consommes peut-être pas du DC, mais tu consommes de la BD pas mal. Oui. Là. Ouais. T'es pas un hater, t'es un lover. Oui, c'est vrai. Mais merci. Je pense un lover un peu blasé. Bah, voyons. Je pense que c'est ça. Tu sais, j'en lis tellement une monnaie. Mais là, ça compte pas. Je suis pas tant un hater, mais je suis pas tant que ça un lover. Non. Dans les deux cas, ça en prend beaucoup pour comme que t'aimes ou que tu j'ai détestes. une émotion, mettons. Okay. Même la BD d'aujourd'hui? C'est du Earth One, ça compte pas. C'est plus canon, là. Non? Non, ça compte pas. Il va falloir vous m'expliquer, je pense. OK, on va en parler tantôt à la dernière partie d'émission. Première bon partie, retour, Benoît. Ben, c'est ça, j'allais te regarder pour que tu m'amènes vers là. Ben, merci. Benoît, il est revenu. Ça fait 4 semaines là, qu'il était pas là. Ouais, là. Ça fait un mois que je faisais pas le show. C'est pas la première fois que je manque pendant un mois. L'année passée, j'ai manqué 3 semaines. Cette année, c'est un mois. Imagine-toi, Ben, qu'on a dû découper, tu sais, à Fantasia, il y avait une annonce, il y avait ta face pour annoncer le show dans les salles. Fait que là, il a fallu qu'on se fasse un gros cut-out de Ben. Puis là, quand on faisait des shows, quand t'étais pas là, on l'a mis dans le coin ici. C'est comme si tu veillais sur nous. C'est quand même un peu weird, ça, par exemple. On aurait dû. Est-ce que je répondais des fois? Ou... Juste dans nos têtes, je pense. J'ai pas réécouté le podcast. Il me semble qu'on s'adressait à toi souvent, mais moi, je pensais que tu répondais. Ça, c'est une expérience d'ailleurs très bizarre, là, de pas faire le show et d'écouter les épisodes le matin même. Et de découvrir tout ce qu'on dit. Tout ce que vous dites. Jake qui lance souvent des appels à moi, qui dit là, Ben, il va éditer ça. J'ai pas le temps d'éditer ça. J'ai pas le temps de l'écouter une fois au complet puis de l'éditer ensuite. Là. Je prends les parties, je les assemble puis je me sens en ligne. Souvent, en plus, j'arrivais tard le soir. Là. Ouais. Donc, pour les gens, peut-être qui ne savaient pas ou qui peut-être écoutent l'émission pour la première fois ou peut-être la première fois depuis que je suis de retour. Ouais, parce qu'ils maïssent. Ben non. Benoît, c'est ça. Bonjour tout le monde. Salut, Benoît. J'étais à Fantasia pendant un mois. Qu'est-ce que tu faisais à Fantasia? J'ai dit à Simon avant l'émission, tends-moi la perche parce que sinon j'ai l'impression que c'est moi qui va parler de moi pendant au moins 20 minutes. Ouais. C'est là, en même temps, si tu le dis après, ça compte pas. Ben, écoute. Mais c'est parce qu'en même temps, moi, j'avais hâte de comme parler moins au show. Fait que tu sais, je suis comme, je relaxe derrière le micro, je parle pas. Ah oui, c'est vrai, il faut que ouais. C'est ce que Simon va faire pendant 1h30. Je dis, ouais, mais parle-moi en plus. Mais finalement, il est pas intéressé, il est juste... Il veut plus parler. Ouais. Ben, c'est ça, j'étais à Fantasia pendant un bon bout, pendant un mois, 3 semaines. Et qu'est-ce que tu y faisais? Je te laisse parler. C'est correct. J'animais le show web de Fantasia qui, cette année, était aussi un show télé. Donc, l'année passée, je l'ai fait pendant 3 semaines. À chaque jour, une quotidienne, on recevait des invités qui venaient présenter des films à Fantasia. Ça peut être des acteurs, des cinéastes, ça peut être des réalisateurs, des gens qui gravitent autour de Fantasia. Fantasia qui est un festival de films de genre qui est à Montréal depuis 22 ans. Il y a 22 éditions. Et c'est un des plus gros en Amérique du Nord de ce genre-là. Et cette année, le projet est devenu plus gros encore. C'est encore une quotidienne à chaque jour, donc même la fin de semaine. C'est ça que j'ai catché. J'ai fait OK, c'est vrai, c'est non-stop. C'est non-stop, 3 semaines non-stop. Puis en plus, le show, le lendemain de la diffusion web, donc il était sur Facebook. Le lendemain, il était sur la chaîne MaTV.
qui est une chaîne de télé qui existe à travers le Québec. Le câble neuf. L'ancien canal communautaire, maintenant que maintenant c'est à Vidéotron, fait que ça a changé. Ouais. Donc, c'est ça, le contrat a évolué quand même, puis c'est sensiblement la même expérience, sauf que là, c'était vraiment plus compliqué dans le sens que là, il fallait qu'on time les shows. On avait du temps vraiment alloué à chacun des intervenants. Donc, si je dépassais ou c'était pas assez long, ce qui pouvait arriver, il fallait ajuster en fonction. C'est sûr qu'en dernière partie ou en dernier recours, il y avait aussi l'éditrice, là, Tania, qui faisait... Excuse-moi, Katia, je les mélange tout le temps les deux. Katia qui faisait une maudite bonne job. Je sais pas, je mélangeais, non? Qui ramenait ça au temps nécessaire pour ma TV. Mais c'est ça, pendant 3 semaines... non-stop, à chaque jour. Je me levais le matin, j'allais m'entraîner, j'allais là-bas. Si j'avais pas vu les films, je les écoutais en screener. Des fois, ils étaient disponibles en numérique. Donc, je prenais des notes. En même temps, je faisais de la recherche. Toute la journée. Rendu à la fin de la journée, il y avait une émission, une demi-heure de taping. Puis après, on avait fini pour la journée. Puis souvent, dépendamment des journées de la semaine, on avait des pre-tapes. Donc, si, par exemple, on a un invité un mardi soir, puis on sait qu'on veut l'avoir durant la semaine, mais finalement on peut pas, on faisait un pre-tape après l'enregistrement. Okay. Je te donne un exemple. Le premier samedi, on a eu notre live, on a eu 3 pre-tapes en entrevue et un show extra MaTV, parce que MaTV demandait 3 shows extra en plus des 21 qu'on faisait. Donc c'est 24 shows au total, 3 shows exclusifs à MaTV qui s'appelait Fantasia Extra. Puis l'émission cette année s'appelait Fantasia 2018, ce qui est peut-être le pire nom ever, parce que c'était super confondant pour les gens. Il aurait fallu appeler ça MaTV, pas MaTV, mais pardon, Fantasia TV. Donc, c'est ça, c'était pas mal de jobs. Le premier samedi, je l'ai trouvé plus ou moins drôle, mais... T'as-tu... je m'en ennuie, tu sais. T'as-tu parlé plus... il me semble... je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu as fait plus d'entrevues en anglais cette année. Je pense qu'on a fait plus cette année. Ouais. Il y avait moins d'invités francophones. Je sais pas pourquoi, peut-être ça donne comme ça. Mon anglais, écoute, t'apprends. T'apprends sur le tas, là, c'est ça. Mais il y a une zone aussi dans laquelle je pense que les gens sont confortables, les invités, c'est qu'ils savent qu'ils sont à Montréal, ils savent que c'est une ville qui est théoriquement bilingue. Tu peux assumer ton accent. L'accent est là, puis habituellement, je me suis fait comprendre. Il y a personne qui m'a demandé de répéter ou qui n'ont pas compris la question. Je pense que ça fait partie du charme de la chose aussi. Je pense que mon anglais est correct. Là. Peut-être que ça a agacé les gens à la maison. Ça, j'ai pas eu de feedback. Je pense pas. Mais en même temps, tu sais, fuck you. C'est un peu ça. Il l'a bien dit. Sans accent. Même pas d'accent. Mais là, attends, MaTV, c'est un poste francophone. Est-ce qu'il y avait des sous-titres? C'est un poste qui est bilingue. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, il y a des émissions en français, puis il y a des émissions en anglophone aussi. Ça passe d'un à l'autre. Donc, même l'émission, on passait tout le temps du français à l'anglais. Donc, l'introduction était tout le temps en français. Et si l'invité était en anglophone, on parlait en anglais. Si l'invité était francophone, on parlait en français. Donc, il pouvait y avoir des épisodes où on passait d'une langue à l'autre. Et c'est une quotidienne. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des erreurs qui se glissaient, des choses comme ça, mais ça fait partie de la dynamique d'un live, d'une quotidienne, parce que tu peux pas reprendre le show. Le show que tu as, c'est celui qu'on a. Donc, Mais dis-moi, Benoît. Oui, Simon. As-tu des moments que tu as préférés? J'ai eu des moments. Merci, Simon. Très bonne question. Très bonne question. J'ai eu quelques moments assez extraordinaires quand même. Parce que pour les gens à la maison qui ne le savent pas, moi, c'est mon rêve de faire des trucs comme ça. Je veux pas être un Sébastien Benoît ou une Véronique Cloutier de médias québécois. Ça m'intéresse pas d'être une superstar. Mais j'aime ça. J'adore, en fait, préparer une entrevue, faire une entrevue. Okay. Puis, je pense que j'ai un certain talent là-dedans. Il y a des trucs à améliorer, c'est certain, mais j'adore. Je sens que je sers à quelque chose quand je le fais. Puis, je veux vraiment que la personne qui se fait interviewer sente que je suis intéressé pour vrai. Qu'elle sente écouter. Qu'elle sente écouter. Puis ça, c'est le commentaire. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fier cette année. Tu parlais d'un meilleur moment. C'est plusieurs moments où des gens m'ont dit, après l'entrevue, « Ah, merci, je m'attendais pas à ce niveau. » Niveau de conversation-là, je m'attendais pas à ce genre de questions-là. Puis ça, je l'ai eu souvent. Puis ça me fait plaisir parce que c'est ça que je visais. Cool. C'est parce que, aussi, là, bravo fabuleusement pour ton travail de recherche. Moi, c'est ça qui me tue surtout. C'est une grosse chose d'animer une demi-heure par jour, des fois plusieurs fois, mais le travail de recherche, je veux dire, j'ai vu une quinzaine de films à Fantasia, j'étais tanné de voir des films. T'en as vu vraiment plus que moi, puis tu sais, de façon sérieuse pour poser des questions, puis amener des sujets intéressants, puis tu sais, je pense que ça paraît aussi, ces gens-là, ils ont déjà vu d'autres médias, puis tu sais, la plupart des animateurs, c'est pas eux qui font leur recherche non plus. Là, ça doit paraître beaucoup aussi quand t'as
fait toi-même ta recherche, puis que tu sais de quoi parler, puis que tu peux réagir vite. Ouais, puis tu sais, on s'entend, c'est un show qui est populaire dans le sens qu'on, oui, on est à la télévision, puis il faut quand même être accessible. On ne pouvait pas commencer à parler de cinéma. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas de directive de la part de MaTV ou de Fantasia à ce niveau-là. Ouais. Tu sais, Pierre Corbeil, le président du festival, nous faisait assez confiance. Puis MaTV, c'est ça qui est génial aussi. On avait pratiquement carte blanche. Si on n'était pas véhément ou grossier, tout passait. On n'a jamais eu vraiment de feedback par rapport à notre contenu, sauf le premier épisode où j'ai dit ma télé au lieu de ma TV, puis ça c'est normal, je me suis trompé dans le terme. Mais tu sais, comme pour te donner une idée, c'est 93 segments au total qu'on a fait à peu près. Donc ça équivaut à 106 invités au total. C'est tabarnak. Ça c'est Donc puis on n'a pas recompté les fois où mes collaborateurs revenaient. Et c'est donc 24 épisodes au total d'enregistrés d'une demi-heure, dont 21 qui étaient pour Facebook et MaTV. Donc ça, je suis vraiment fier de ça. Fait que, si quelqu'un a vu l'émission puis il est cynique là, de ce que je fais, là, je t'emmerde. Je veux dire, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait dans les circonstances qu'on avait. Donc, moi, j'ai pas tout écouté, honnêtement. Ouais. Je n'ai écouté une coupe, puis c'est vraiment cool. Justement, si on en a manqué, si on veut voir qu'est-ce que tu as fait, c'est encore disponible. Oui, tu vois, ceux de l'année passée sont disponibles sur le Facebook de Fantasia. Et ceux de cette année sont encore disponibles. Malheureusement, ça, c'est une affaire que j'aurais aimé ça régler. D'ailleurs, il aurait fallu que je parle à Jason. J'ai parlé à Jason, notre ami qui nous aide à faire les lives vidéo à chaque année pour Noël, pour les spéciales de Noël mystérieux. Il était supposé passer, puis c'est moi, au final, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais je lui ai dit, on n'a pas besoin de toi, on est correct. Mais il y a un certain lag sur les vidéos. Certaines vidéos plus que d'autres. On n'a jamais trouvé pourquoi. Mais comme la priorité cette année n'était pas le Facebook comme tel. C'était le produit. C'était le produit pour MaTV. Mais ça s'écoute quand même, dans le sens que l'audio ne lag jamais. L'audio est toujours mais il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage au niveau de l'image. Puis ça peut être gossant, mais ça s'écoute comme un podcast. Donc, J'ai rencontré bien du monde. RKSS était là, Johan, François, Anouk. Je les ai interviewés, puis j'étais comme nerveux de les interviewer parce que c'est mes amis. Tu veux pas les décevoir. En même temps, tu veux que l'entrevue soit intéressante pour tout le monde. Tu veux pas que ça devienne juste des inside jokes de genre, te rappelles-tu la fois où t'étais c'est ça. On a Superman, tu l'aimes pas, Superman. Mais c'est cool, il y a une couple de personnes d'ailleurs, des auditeurs des Mystérieux qui sont venus me voir. Un certain Simon, à un moment donné, que j'étais à l'entrée du festival, qui est venu me dire salut. Puis j'étais vraiment dans ma bulle, puis il m'a dit, il est venu me voir, il dit salut, puis là je pensais qu'il voulait me demander pour une information, pour un billet, fait que j'étais vraiment dans ma bulle. T'es dans ta bulle en maudit, tu m'as pas reconnu. Non, c'était pas toi. Oui, un gars avec une barbe, il parlait de Terre humaine. Et donc, il y a une couple de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont parlé de Radio Talbot, qui m'ont parlé de Cynthia Rothrock. Ouais, on a reçu Cynthia Rothrock. Oh my God. Super sympathique. Star d'action pour les gens qui la connaissent pas. Une femme qui fait ça depuis des années. Une 50aine de films à son actif, quand même. Ouais. Fait que, c'est assez impressionnant. J'ai rencontré Michael Ironside, qui a été, comment je pourrais dire, un fucking asshole. Je m'étais full préparé pour Michael Ironside. Si vous connaissez pas Michael Ironside, c'est un visage très connu dans les années 80-90. Il était très présent. Il était dans Highlander 2, Total Recall, c'est lui le méchant. Turbo Kid, c'est lui qui est le méchant. Donc, Yoann m'avait dit, Michael, c'est un gars qui est intense, fait que ça se peut que tu aies l'intense Michael. Et j'ai eu l'intense Michael qui écoutait pas ce que je lui demandais. Les questions, il les entendait pas. Il est parti d'un espèce de monologue par rapport à l'industrie. Je me souviens franchement aucunement ce qu'il a dit. Là. Sauf un bout où est-ce qu'on a coupé, j'en parlerai pas en ongle. Mais il était, tu sais, avant déjà que tu racontes ça, vas-y. C'était pas intense. Ça a bien fini, ça a bien fini. Ouais, ben c'est ça. Là. Mon entrevue, je m'excuse si c'est plate. Là. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé sur le plateau, puis tout de suite, il a voulu installer le fait qu'il était en charge de la chose. C'est qui anime cette affaire-là? On m'a pointé, il m'a regardé du genre « Oh, ouais, c'est toi qui anime ça. » Puis là, j'ai dit « Don't do that to me, Michael. » Comme, tu sais, niaise-moi pas. Puis là, je me suis dit « soit il va être de même tout le long, soit il va virer puis il va devenir intéressant. » Puis avant là, l'entrevue, c'est le premier qu'on passait pour cet épisode-là, là, il me flattait l'entrecuisse. Il était collé sur moi, là, mais tu sais, c'était pas... quand on regarde la diffusion, là, ça commence puis il est en train de shaker le genou. Le genou, c'est ça qu'il faisait, là. Puis c'était pas un attouchement. Je veux pas dire que Michael Ironside m'a touché. Là. Il niaisait, c'était son genre d'humour. Et l'entrevue, c'était plate. C'était pas franchement un monologue de lui avec lui-même.
Et moi, j'étais là, j'étais présent, je posais des questions. Fait que il est parti, puis le soir même, j'ai croisé notre ami Yohan, avec qui Michael a travaillé sur le set de Turbo Kid. Michael Harrison jouait le personnage principal de Zeus. Et j'ai dit, finalement, l'entrevue, Michael, c'était ça. C'était pas super, il était pas full à l'écoute, il a fait un peu ce qu'il voulait, puis... Bon, mais tu sais, ça arrive. Des expériences comme ça, j'en ai eu. Des gens comme ça, c'était pas ma première personne que je recevais sur un contexte d'entrevue qui agissait de même. Et le lendemain, je me reprépare. Je suis là le matin, je prends mes notes, j'écoute un film, et je me retourne. Et pour les gens qui savent pas où c'était situé notre studio, c'était carrément dans l'Université Concordia, dans les sous-sols. Puis il n'y a pas moyen d'aller là si tu sais pas où tu t'en vas. T'es pas supposé trouver le studio si tu sais pas où est-ce qu'il est. Okay. Je me retourne, il y a quelqu'un dans l'embrasure de la porte. Et je sais pas si vous tapez Michael Ironside prochainement dans Google. Aujourd'hui, c'est un gars qui est assez large. Hein. Il est pas juste gros, il est large, il est imposant. Ouais. Il était dans l'embrasure de la porte. Et là, j'enlève mon crayon dans ma bouche. Je fais « Can I help you, Michael? » Yes, I wanted to apologize for yesterday. Je dis « Ah? » Je dis « Ouais. » Il dit « Well, I saw Yohan. » Ils sont allés souper après le cocktail. Il m'a dit que l'entrevue s'était passée plus ou moins bien. Puis, je venais de lire les pages d'un script. Puis, je pense que tu as eu le personnage de ce script-là. Puis, c'était vraiment humble. Puis, ça avait l'air sincère. Puis, moi, j'ai pas été un décade. Là. J'ai pas dit t'es un acide d'assaut. Oui, t'as raison, t'étais un trou de cul. J'ai dit, merci, j'apprécie. Mais, c'est correct. On a édité un peu l'entrevue. Puis, ça passe bien. Inquiète-toi pas. Puis, il est resté 5-10 minutes. Il est avec sa fille qui va peut-être, d'ailleurs, éventuellement étudier à Montréal. Et là, je me lève pour y serrer la main, mais merci d'être passé. Michael dit non, give me a hug. I'm a little bit sweaty, but it doesn't matter. Puis là, j'ai donné un hug à Michael Ironside, tu sais. Fait que quand tu dis la vie peut t'amener à pas détester quelqu'un, mais ça a bien fini. Puis ça me donne une maudite bonne anecdote. J'ai eu un hug d'un des pires méchants des années 80-90. Il s'est excusé. Il avait pas besoin de faire ça. Puis ça a été un... T'as eu le deuxième Michael Ironside le lendemain. Ouais. Puis c'est plate parce que c'est lui que j'aurais voulu avoir en entrevue. Ouais. Mais j'ai eu des gens vraiment intéressants. J'ai peut-être une petite anecdote là, rapidos pour les gens à la maison. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai rencontré Sam Elliott. Mm-hmm. Pour les gens qui ne situent pas Sam Elliott, mais pour qui le nom est familier. Il jouait le Stranger dans The Big Lebowski. Ouais. C'était le cowboy au bar qui était aussi le narrateur du film des frères Coen. C'était aussi le mentor de Patrick Swayze dans Roadhouse. Exactement. Puis il a la même gueule depuis 30 ans, ce gars-là. Il a vieilli, mais sinon, il a le syndrome Patrick Stewart, là, où il a la même petite face depuis les années 80. Puis un gars vraiment sympathique qui jouait le personnage principal dans The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot, qui se présentait un peu comme une comédie slapstick, mais qui en fait est un drame. Okay. Ça nous montre les dessous de ces héros-là qui, dans ces films-là, finalement, on voit pas les répercussions sur leur vie personnelle. Moi, j'ai vraiment interprété comme ça. Il était vraiment cool. J'ai serré la main, il m'a regardé dans les yeux un regard perçant de elfe qui lit ton âme. Puis il était... Je dis, merci, monsieur Elliott, d'être là. I'm very pleased to be here. Thank you very much for having me. Puis là, je sais pas ma main. Puis j'étais, well, you can hang around here if you want. On était dans l'espèce de green room à côté du stage. Oh, I might do that. Là, j'étais comme, man, c'est le gars dans fucking Smooth Big motherfucker. Spoon Motherfucker. Tellement qu'après, j'ai voulu fumer une smoke. La seule chose que j'ai eu en tête à ce moment-là, c'est de dire, ouais, ben, there's some water in the mini fridge if you want. Mais lui, il était smooth. Puis lui, puis le réalisateur du film The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot était vraiment sympathique. Puis tout le monde a dit un peu ça avec le show, c'est que tu vois qu'il s'est passé de quoi sur ce set-là. De un, je pense qu'il y a eu des éléments de la vie personnelle de Sam Elliott qui ont fait leur chemin jusqu'à la production. Mm-hmm. Et même le réal, je pense qu'il est allé puiser dans quelque chose de très, très, très personnel. Et c'est le seul réal de tous les réals qu'on a reçus qui m'a posé une question, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu penses du personnage à la fin? » Je vous dirai pas quoi, parce qu'il y a une espèce de spoil un peu là-dedans potentiel. Et je l'ai senti quand j'ai donné ma réponse, et mon équipe me l'a dit après, ou notre équipe me l'a dit après. Ils ont dit, je pense qu'il a été touché par ta réponse. Okay. Puis moi, je me dis, c'est pour ça que je fais ce métier-là, entre guillemets, à chaque 6 mois, à chaque 1 an. C'est pour avoir ce genre de moment-là. Puis ça a été vraiment quelque chose. Donc, en tout cas, je peux en parler pendant longtemps, mais je vous dis toujours, tout de suite, pardon, que le prochain Bifurcation, qui est le podcast des membres payants de Patreon, des Mystérieux, va parler de mon expérience à Fantasia. Puis pour l'occasion, je vais avoir avec moi Simon Predge qui fait Ars Moriendi,
qui est un de nos amis, qui faisait le soundman sur le show. C'est moi qui ai demandé à ce qu'ils soient engagés pour faire le son sur le show. Et Rémi Fréchette, qui est maintenant un ami, c'est un gars qui a participé à la réalisation, pas à la réalisation, pardon, mais au show Fantasia 2018. Il venait parler des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois. Il est programmateur pour cette section-là à Fantasia. Et il a réalisé le projet collectif Montréal d'Éden. C'est un gars que je trouve qui a full de talent. Fait qu'on va essayer de faire une émission spéciale dédiée à Fantasia. Donc si vous êtes plus intéressé par rapport à mon expérience, je vais peut-être en reparler au cours des prochains épisodes, mais le prochain Bifurcation va être dédié à mon expérience à Fantasia 2018 que je m'en ennuie, là. Moi, j'aurais continué pendant longtemps. Là. Prends-toi une semaine de break. Non, je peux pas. Tu vois, la semaine prochaine, il faut que j'aille à une rencontre du chômage. Ah, c'est ça. Peut-être qu'ils vont me dire comment utiliser Google pour trouver une job. Le brusque retour à la réalité. La journée que je reviens chez nous, une lettre du gouvernement du Québec qui me dit telle date, vous devez être convoqué à une espèce de journée de... Puis là, ils sont passés au jeu dans leur lettre à un moment donné. Ouais. J'ai informé le responsable de votre dossier au chômage et vous devez... Non, nous avons... Madame Junette, là, de ce maudit département-là. Je sais pas. Là. Comme, fais-moi pas peur, je sais que je peux perdre mon chômage. Là. En tout cas. Fait que c'est ça pour Fantasia 2018. D'ailleurs, toi, tu veux faire une autre bifurcation, tu m'avais dit. Je sais pas si tu peux en parler. On verra. Ouais. Okay. Toi aussi, tu prépares une bifurcation. Je garde ça vague. Un beau gros secret. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça risque d'être... en vitesse et en furie. Oui. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça. Vitesse et furie. Vitesse et furie. Écoutez, tout le monde. à la maison, je ne comprends pas plus que vous en ce moment. Bon, ben tant mieux. Je vais rester là. Puis je veux dire une affaire. Allez voir Mandy quand ça sort en salle. Ouais. Parce que j'ai vu Mandy, qui est le film avec Nicolas Ouais, Cage. ça a l'air épique. Ouais. C'est fucking insane. Visuellement, c'est un gros trip psychédélique. Puis c'est super beau comme film. Si vous voulez juste aller voir un film qui va vous épater au niveau visuel, je pense que vous allez être servi avec Mandy. Ça sort en salle, je crois, au mois de septembre prochain. Ah, je savais pas qu'il y avait déjà une date. Je crois que oui. Peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais quand ça sortira en salle, allez voir ça. Parce que c'est juste le deuxième film de ce réalisateur-là. Il a pas fait grand-chose avant. Il a fait un film, puis il a travaillé sur Tombstone. Je pense la première équipe de tournage. C'était le film de son père, d'ailleurs, qui est décédé aujourd'hui. Ses deux parents sont décédés. Panos Komatos, si je me souviens de son nom. Qui veut commencer les nouvelles? Parce que là, je t'ai écœuré de parler de moi-même. Ben moi, c'est pas une vraie nouvelle, mais peut-être que je profiterai pour rebondir tout de suite, d'aller voir tout de suite Summer of 84. Oui, Summer of 84. Parce que là, tu viens de parler de Johan, tu viens de parler de Rémi Fréchette, qui a un court-métrage qui joue juste avant aussi. Le film il est sorti juste pour la semaine, là, pour l'instant. Donc, j'ai pas vu si ça a été renouvelé. Ça va au moins jusqu'à jeudi. Puis, pour vrai, supporter le cinéma local, supporter RKSS, supporter Johan, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça marche tout le temps de la même façon. S'il y a plus de gens qui vont cette semaine, il va être renouvelé pour une deuxième semaine. S'il est renouvelé pour une deuxième semaine, il va peut-être sortir dans plus de salles. Là. C'est ça, moi, j'ai vu des gens qui étaient comme, oui, mais ils jouent pas. Tu sais, ils jouent juste au cinéma du Parc pour l'instant. Peut-être à une Montréal. salle à Québec. C'est ça. Tu sais, ils jouent pas en région encore. Fait que, tu sais, il faut faire l'effort d'y aller vite. Pour montrer que ça nous intéresse, le genre québécois. Il y a un fan qui a demandé, ou un auditeur plutôt, qui a demandé sur le Facebook des Mystérieux si le film allait être diffusé à Trois-Rivières. Et la personne qui s'occupe de la distribution, ou la représentante plutôt du film, a dit que non pour l'instant. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez demander à votre cinéma local si le film... Faites-le d'une manière innocente. Petit conseil, faites-le d'une manière polie et intéressée. Ouais. Ça, là, vous allez montrer ce film-là, ça va bon. Pour telle raison. Ouais. Comme ça passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux que si vous arrivez avec une pioche. Pourquoi ça joue pas? Exact. Ouais, classique Internet. Là. Mais Summer of 84, moi, je l'ai vu vendredi dernier. C'est quoi, samedi dernier? Vendredi qu'on était allé. Au cinéma du Parc. Puis, je suis pas objectif, là, c'est mes amis, mais j'ai vraiment aimé ça. Summer of 84. Très différent de Turbo Kid. Très différent du genre du film ou court-métrage qu'ils ont fait auparavant. C'est un roadkill, pas gore. Non, c'est pas slapstick gore. C'est ça. Mais ça marche super bien. Tu sais, je veux dire, c'est dans la même famille dans le sens que tu vois que c'est le même amour du cinéma qui est derrière. Ouais. Le même trip rétro un peu, mais en même temps, c'est vraiment un autre zone. Ouais.
Donc, allez-y. Summer of 84 pour les gens à la maison qui s'intéressent. Toi, Simon, pendant que je vais ajouter la fan qui me gosse, est-ce que tu as quelque chose de nouvelle ou par rapport à des nouvelles ou quelque chose? Je vais parler de quoi? Là? Oui, je peux vous parler de sortie Blu-ray de la semaine. Yay! En fait, je suis en retard parce que j'en ai pas fait du tout pendant mon stint comme animateur. Comment ça? C'était beaucoup de stock à préparer. Puis à un moment donné, T'aurais pu en profiter pour faire juste ça. Ouais, j'avoue, mais finalement, j'ai laissé faire. Donc, je vais commencer par, il y a Kino Lorber, qui la compagnie de distribution, qui sortent des Blu-ray aussi, qui font une sortie double de films de Jim Belushi. OK. Tu sais, l'autre, là. L'autre, le frère de l'autre. Ouais, celui qui est vivant puis que c'est plate, là. Contrairement à celui qui est décédé. C'est ça. En fait, les deux films qui sortent, c'est des films que j'aimais quand j'étais jeune. Les deux sont sortis la même année, en 90. Puis je sais pas pourquoi j'aimais ça vraiment. Peut-être que j'avais un petit côté douche à l'intérieur. C'est quoi, c'est un film folichon? Non. Le premier, c'est Taking Care of Business. C'est avec Jim Belushi et Charles Grodin. Le gars Charles Grodin, c'est le père dans Beethoven. Ouais, lui. Ah, OK. Pas Martin Collin, parce qu'il a même peu la gueule que... pas Martin Shear. Martin Short? Non, son ami à lui qui a les cheveux vraiment blancs. Martin Steve Sheen? Martin? Steve Martin, voilà, Steve Martin. Charles Grodin? Ouais, il a un peu la gueule de Steve Martin. Ah bon? En tout cas, moi je le vois. J'ai associé les Je deux trouve quand pas, j'étais mais jeune. ok. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais là, c'est ça, Belushi, là-dedans, il joue un gars qui sort de prison puis qui trouve un filofax. Ça, c'est une affaire que mon père avait quand j'étais jeune. C'était comme une mini sacoche, là. En cuir, puis dedans, t'as toute ta vie, là. Ouais. Mais c'est comme un gros... C'était un bloc, là, avec toutes Un tes cartes. portefeuille, puis genre? c'est un gros portefeuille. Puis, en tout cas... Communément aussi appelé par la communauté des criminels comme le jackpot. Ben c'est ça. Parce que d'ailleurs, en trouvant le filofax d'un exécutif qui travaille en pub, il décide de prendre sa place et sa vie. Ah ben oui. Et, c'est comme de Net avec Sandra Bullock. Ouais. Mais bon, c'est une comédie. Fait que, tu sais... fait intéressant, c'est le premier film écrit par J.J. Abrams. Ah ouais? Ouais. Mais comment c'est jeune, ce motherfucker-là? Hein? Quand même. Et évidemment, le film s'appelle Taking Care of Business. Comme la toune de... La toune de BTO. BTO, et évidemment, elle est dans le film. Ben oui. Mais Yes. je crois que ce n'est même pas la version de BTO. Ça, c'est... Parce que je me souviens que une des seules affaires que je me souviens du film, c'est que quand le film commence, c'est ça qui joue pendant que Jim Belushi est en prison puis il se rase. Mais quand j'ai écouté le trailer, c'était pas la même version. C'était pas l'original. Donc, en tout cas... Soyez pas déçus si vous écoutez le film. Si vous c'est écoutez pas le film Taking Care of Business puis vous entendez pas la chanson Taking Care of Business de BTO et que vous entendez Taking Care of Business d'un autre band, ben vous aurez été averti. Ben, tu peux faire aussi quelque chose de complètement custom DIY. Tu prends ton téléphone, tu pognes l'application. Tu pars la toune toune en même temps. Puis là, tu vas avoir une espèce d'annonce de jeu weird sur App Store où est-ce que tu sais, t'as un gars qui tire sur 1000 personnes. Ouais. Je sais pas de combien de jeux Il y a, il y a sûrement moyen de juste écouter la toune. Le film Non, mais aussi, les gars. Ouais, non, mais c'est pas... Ouais, Ouais. tu peux aller sur iTunes puis l'acheter, là. Ouais. C'est quasiment le seul affaire intéressante. C'est pas le faire, probablement. Puis le deuxième film avec Jim Belushi, c'est Monsieur Destiné, Mr. Destiny, qui est un dude qui, quand il était au secondaire, il a pas fait un coup de circuit à son match de baseball. Puis là, il est obsédé par ça toute sa vie. Puis là, il y a un genre d'ange qui est joué par Michael Caine qui dit « Check, ta vie, ça serait comment si tu l'avais frappé? » Ben oui. Fait que là, il se réveille un matin, puis là, il est riche, il est marié avec la fille de son boss, il est boss d'une compagnie. Fait que l'ange, c'est un décade, finalement. Ouais, c'est vraiment c'est un ça. salaud. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais puis là, dans le film, ben il se rend compte que... Il serait pas plus heureux. Non, puis il a perdu sa blonde de sa réalité à lui, qui est jouée par Linda Hamilton. On l'aime.
Et là, ben évidemment, il veut retrouver sa vie. Ben oui. C'est un peu comme Family Man là, de Nicolas Cage. Nicolas Cage, ouais. Ou tous ces hosties de films avec cette prémisse-là, il y en a plein. Tu veux dire le conte de Noël? Oui, oui. Mais ça fait que c'est ça, il y a ces deux films-là qui sortent. Sinon, il y a un film qui s'appelle House of the Dead, qui n'est pas le film de Uwe Boll. C'est sorti en 78 et il y a 5... Le film est connu sous 5 noms. Moi, j'aime ça. Fait qu'il y a House of the Dead, mais il y a aussi Alien Zone, Zone of the Dead, Five Faces of Terror et Last Stop on 13th Street. C'est Vinegar Syndrome qui sort. C'est quand même tous des bons titres. En Oui, plus. c'est comme tout vendeur. Comme ça serait 5 films que j'aurais le goût de voir. Tu sais, t'achètes le box set, tu te rends Ah compte non, que c'est le c'est même juste film 5 fois. Là. Puis j'ai utilisé Google Translate parce que j'étais un peu paresseux, mais c'est plus aussi le fun que c'était. Google est rendu mieux, là. Oui, c'est ça. Mais en tout cas. Faudrait que t'en trouves meilleur, pardon. Ben, j'avais Babelfish. essayé, mais ce qui est chiant avec Babelfish, c'est que tu peux juste mettre un certain nombre de caractères. Fait qu'il faut que tu fasses comme 3-4 fois copier-coller dans le texte. À un moment donné, j'ai d'autres choses à faire. Ben, c'est ça. C'est le MapQuest de Google Maps. OK, fait que c'est quand un mari philanthrope se retrouve accidentellement perdu pendant une tempête de pluie. Il est pris en charge par un vieil homme mortel et est forcé d'apprendre les origines horribles de 4 cadavres fraîchement arrivés. Fait que dans le fond, c'est un embaumeur. L'homme mortel, c'est un embaumeur. Puis là, c'est un film d'anthologie. Il y a 4 histoires qui est un enseignant méprisant dont les élèves lui enseignent une leçon fatale, un cinéaste amateur avec une mortelle muse, 2 détectives duels tentant de résoudre un meurtre mystérieux, et un homme amer dont l'arrogance lui coûte tout. Ben oui. Je pense qu'il coûte tout. Donc, il y a ce film-là. Okay. Sinon, il y a une version Blu-ray du film Village of the Damned, mais l'original. OK, pas celui de Carpenter. Ouais. Donc, qui est sorti en 60. C'est des enfants aux cheveux blancs et les yeux lumineux qui font de la télépathie puis qui sont bien creepy. Ils sont creepy dans celui de Carpenter. C'est un film qui, jeune, m'avait fait peur. Moi, je l'ai jamais vu. Puis, il y a Mark Hamill qui se tire une balle dans la tête dans ça. Puis en plus, c'est pas... je pense que celui de Carpenter, il est comme pas si bien vu. Je sais pas s'il a bien vieilli, mais je sais que c'était pas le meilleur de Carpenter, tu sais, comparativement à son autre remake d'un vieux film de Thing, mettons. Ouais. Hein? Fait que c'est ça. Ouais. Non, c'est tout. OK. Et parlant de Carpenter... Il y a 2 films de lui qui sortent en Blu-ray qui n'étaient pas sortis encore. C'est Shout Factory qui les sort. Il y a In the Mouth of Madness. Oh, cool! Le film de 94. Inspiré de H.P. Lovecraft, d'ailleurs. Hein? Oui. Et je ne l'ai jamais vu. Voilà, je fais mon coming out. Je ne connais pas H.P. Lovecraft. Arrête, tu dis pas ça, Simon. Oui, dis pas les affaires de même. C'est juste un front. C'est pas les affaires de même. C'est pas ton micro que je le mets sur mute. Je connais ça, la noirceur. Faut qu'on entend pareil. Ouais. Mais il est bon, ce film-là. Je l'ai vu, moi. C'est quoi l'autre? Attends, dans celui-là, il y a Sam Neill qui enquête sur la disparition d'un auteur à succès de livres d'horreur. Un peu genre comme H.P. Lovecraft. Et il se retrouve de plus en plus dans le monde des livres. Puis il croise Ivar Burton là, dans Star Trek de Radium Rainbow. Ouais, puis... Macaulay Culkin là, dans le dessin animé. Là. Avec les livres, c'est vrai, cette affaire-là. Puis dans le fond, ce film-là, c'est la prémisse de l'émission de Radio-Canada. Plus on est fou, plus on lit. Ben oui. Avec beaucoup plus de tentacules. ouais, c'est ça. Fait que, ça serait malade, ça serait ça. Donc, chaque épisode, c'est un pas de plus dans la noirceur, le madness. Ouais, mais tu sais, c'est dans la noirceur, tu l'entends pas vraiment, mais c'est là. Mais là, vous, là, Frédéric Lenoir. OK, excuse-moi. Et le deuxième, c'est Memoir of an Invisible Man, sorti en 92 avec Chevy Chase, que j'ai toujours bien aimé. Et là, je suis content. Je vais le voir en Blu-ray. J'ai reçu le Blu-ray, mais je ne l'ai pas écouté encore parce que y a la vie qui arrive des fois. Puis, c'est ça. C'est un yuppie qui se fait mettre invisible. Puis, il se fait poursuivre par un agent de la CIA corrompu, qui est joué par Sam Neill encore. Ah, ben oui, le gars de Jurassic Park. Sam Neill, c'est une arme
assez efficace dans le film de genre. C'est vrai. Tu l'associes pas vraiment à ça, mais pourtant, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup, puis j'ai l'impression que le simple fait qu'il soit là, son aura, amène une certaine crédibilité au film. Ouais. Fait que Dr. Grant, merci. Et un avant-dernier. Je vois... Ouais. Vas-y, sois wow. Prends ton temps. Ouais. J'ai parlé de Fantasia pendant 20 minutes. Là. C'est ça. Moi, après toute cette animation, je vais un moment donné. Ouais. Hein? Je prends les règnes. Non, c'est Beyond Reanimator, qui est la suite de Reanimator, basée sur une histoire de H.P. Lovecraft. Oui, c'est vrai. C'est le 3e film de la série. Dans le fond. Je pense que j'ai dit le 2e, mais finalement c'est le 3e. OK. C'est quoi le 2e? C'est Bride? Bride, ouais. Okay. Là, c'est le docteur West, joué par Jeffrey Combs, qui sort de prison après 14 ans. Après qu'il ait tué une jeune femme à cause de ses expériences. Je pense ça veut dire à cause des réseaux sociaux. Je pense que ça a rapport avec l'autre film d'avant. Et fait que pendant son temps en prison, il a continué ses tests, mais sur des rats. Et quand il y a un autre docteur qui se rend compte de tout ça, ils vont demander à West de l'aider à faire tout ça. Et là, j'essaie de lire mes notes, puis je suis un peu perdu. Ça paraissait pas, c'est correct. Il y a ce film-là. Bon, OK. Un autre film. Oui. Piranha 2. De James Cameron. Oui. Ouais. Piranha 2, qui a le sous-titre de Spawning. Donc, c'est la suite du film de Joe Dante? Ouais, c'est ça. Wow. J'ai rencontré Joe Dante, c'est vrai, je l'ai même pas dit. Quand même. Oui, c'est ça. Fait que c'est un film sorti en 81. C'est dans celle-là qu'il y a des piranhas qui volent puis qu'ils défenestrent des maisons sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de trucs. En fait, ce film-là, je trouve qu'il est intéressant côté histoire du cinéma parce que tu vois vraiment les débuts de Cameron puis de ses archétypes puis ses tropes qu'il remet dans ses films, entre autres t'as une genre de Ripley, Sarah Connor qui est l'héroïne du film qui est là, t'as Lance Henriksen qui est là, puis c'est un gros film de série B mais c'est le fun, tu sais. On aime ça. On l'avait vu, me semble, à la cinématique interdite. Est-ce qu'on sent un peu le Cameron? James Cameron quand même derrière? Oui, c'est ça. On le sent. Puis juste rapidement, dire que Mac et moi sort en Blu-ray. Cette semaine. D'ailleurs, on va souligner que tu l'as acheté avant Avengers Infinity War. Oui. C'est quand même important. Mais si... je me suis dit, une priorité à un moment donné, Mac et moi. Mais ce que tu me parlais avant l'émission, on pourrait peut-être demander à nos auditeurs et auditrices, parce que c'est quand même assez intriguant. Tu disais que les films de Disney, lorsqu'ils sont lancés ou sur le marché... Les films de Marvel. Ouais, c'est ça, Marvel. En tout cas, faut dire que je cherche pas vraiment tous les films de Disney, là, mais... Oui, Marvel, excuse-moi. Quand tu veux commander le film en version physique... on dirait que ça devient un peu une chasse. Parce que... Sur Amazon, tu veux dire? Ouais, mettons si tu vas sur Amazon, tu tapes Avenger Infinity War, le premier choix qu'ils vont te donner, c'est Deadpool 2. Pourtant, tu sais qu'il sort la semaine prochaine. Puis d'habitude, tu peux tout le temps précommander tout. Là, moi, ma théorie, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils veulent pousser la version digitale. Parce que déjà, ils la sortent quelques semaines à l'avance. Oui. Fait que, tu sais, si toi, en tant qu'acheteur, tu le trouves pas... Tu vas peut-être aller plus vers le numérique. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va être en magasin, je pense qu'il sort, c'est ça, la semaine prochaine. Je pense qu'ils essaient de nous empêcher de l'acheter pour... Je pense qu'ils veulent inciter les gens à développer des habitudes de consommation, surtout la nouvelle génération, d'aller plus vers le numérique. De un, c'est parce que ça coûte moins cher pour eux. Là. Si t'as pas besoin de payer une copie physique, puis les transports, imagine à combien d'argent la somme qu'ils économisent quand t'es pas en train de charrier des copies physiques à travers le monde. Là. Parce que là, pour l'instant, je vais être obligé de sortir puis d'aller magasiner dans un magasin. Voir du monde puis tout. C'est bien, ça ramène le commerce de proximité. C'est pas mauvais. Non, mais c'est parce que les seules places où tu peux acheter les Blu-ray maintenant, c'est plutôt des gros magasins. C'est vrai qu'on a perdu. Fait que, tant qu'à faire, je vais pas me faire chier, mais bon. C'est pas un gros enjeu, là, mais si tu trouves je trouve ça curieux. Trouve-toi un petit magasin indie que tu peux commander en ligne. Genre. Ouais, je devrais. Ouais, comme ça. Moi, pour la BD... C'est déjà le gars le plus riche du monde, le gars d'Amazon. On est pas obligé d'en mettre plus dans les poches, tu sais. Pour elle, là, il y a
Bon, je me sens mal. Ben non. Hey, vous autres, les gars, ça vous arrive-tu des fois d'avoir des matchs Tinder, puis quand t'arrives, la fille, elle t'a déjà enlevé? Oui. J'ai quand même l'impression que la personne vient de réaliser l'erreur horrible qu'elle vient de commettre. Moi, ça m'arrive plus. Ah oui? Ben, j'ai délité mon compte. Ah, pourquoi? T'étais tanné? Ouais, j'ai découvert que ça me déprimait plus qu'autre chose. C'est que, ça, j'ai arrêté. Tout ça. Ah, Ouais. c'est ça que ça me faisait. C'est toutes ces conversations de small talk mornées. Une moment donné, j'ai comme... Tu sais, j'ai scrollé là, toutes ces discussions-là, puis j'étais comme, ah, wesh, c'est ça que je fais de mon temps libre. Je lis beaucoup ces temps-ci, guys. Ah bon, ben c'est écoute, c'est bien le fun. ouais. Moi, je parlais de ça hier avec une amie, puis je me disais, Colin, je suis tellement... Peut-être parce que je suis rendu désabusé puis plus vieux aussi, là, mais l'idée de devoir se dévoiler à quelqu'un m'épuise. Là. Il va falloir que j'aille à la campagne, puis on va louer un chalet. Hey, c'est ça aussi à la maison un podcast geek. Ouais. Il faut élargir un peu nos horizons Oui, aussi. ben là. oui. Tu sais, il n'y a pas de cœur et croupe, fait qu'il faut... Mais non, c'est ça, on va le ramener éventuellement. Là. Je pense que pour l'été, Marie-Lune elle prend une pause bien méritée, septembre. D'ailleurs, j'en profite parce que toi aussi, tu as un podcast qui s'appelle Noël chez Isidore, notre podcasteur, Bravo pour le segway. Ben oui, qui fait partie de la famille ou de l'empire étendu des mystérieux étonnants, hein, appelons comme ça. Il faudrait sortir un terme. L'Empire. Mais calice, il faut un terme, là. Il faut un catalogue. Catalogue, c'est poche, ça fait distribution consommateur un peu. C'est Ouais. Ouais, c'est ça. Distribution consommateur, combien de fois tu y allais dans le temps? Puis que je trouvais rien. Non, la figurine n'était pas là. Ah tu ouais, sais. c'est ça. Mais non, il n'y avait jamais rien. Mais non. C'était des... Attends, eux, ils louaient des locaux pour que les gens viennent feuilleter des catalogues. C'était Tu Mais- pouvais même pas voir les trucs. Mais tu sais. quand j'ai travaillé dans un magasin à grande surface, j'ai compris pourquoi, tu sais, mettons, la distribution consommateur, quand tu arrivais au magasin, il y avait tout le temps un certain modèle de figurines, puis pas les autres, puis pas celle que, pas Pourquoi? celui que tu veux. C'est un effet c'est de l'offre puis de la demande, genre, parce que moi, quand c'est ça, je travaillais au Toys R Us, il y a très longtemps. Puis quand tu ouvrais une boîte, puis tu avais toutes les figurines de la collection, mettons, les plus populaires, il y avait, mettons, 2 exemples. Puis celui que tu voulais pas, il y en avait comme 7 ou 8. Fait que c'est pour ça que dans les rangées, il restait tout le temps celle-là. Tu sais, l'espèce de G.I. Joe qui hypnotisait le monde avec son Oui, bouclier, son bouclier, là, on l'avait, qui ça. ressemblait à Doctor Strange, Uh-huh. puis que, fun fact, a été créé par Stephen King. Ouais. Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Mais parce que son fils était un fan de G.I. Joe. Ben Fait que, voyons donc. Mon frère l'avait, mais- cette G.I. Joe. Mais c'est ça, mais je me souviens, moi, que c'était comme la figurine qui restait tout le temps, puis il n'y avait pas ceux que tu voyais dans le catalogue. Puis c'est ça, c'était comme, vu qu'il en offre moins, ben il y a plus une demande, puis en tout cas. Mais c'est ça, les magasins en recevaient moins des figurines hot, fait que c'est pour ça que, aussi aux distributions consommateurs, t'arrivais puis tu disais, on n'a plus celle-là. Puis pour les auditeurs et auditrices d'ailleurs, ou plus jeunes, Ouais, distribution j'avoue que- consommateur était C'est une vieille référence. une vieille référence québécoise. C'est un magasin qui existait dans le temps. On vous alliez dans les centres d'achat et c'était un comptoir de service. Ouais. Vous aviez des catalogues. Il n'y avait pas moyen d'accéder aux produits comme tels. Il y avait des gens qui étaient devant le comptoir. Finalement, vous encercliez ce que vous vouliez, ou vous remplissiez une petite fiche, vous la donniez au vendeur et la personne allait voir dans le backstore en arrière pour voir si le produit était disponible et, comme on vient de le mentionner, il n'était jamais disponible. C'était un plan de marde, ça fait de faillite il y a très 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 longtemps, mais pour moi, de revoir les bandes annonces sur YouTube, il y a de quoi de super rassurant là-dedans. Tu sais, Ouais. ça sent Ben, les années c'était 80. Écoute, on a perdu ça, le catalogue. Oui, les Tu sais, catalogues. Ouais. comme c'était le fun à checker quand Ah t'es un oui. kid, t'allais dans les sections des jouets. Tu sais, quand tu recevais le gros Sears de Noël, là, je me rappelle que c'était tout le temps un gros party. T'allais tout de suite à la fin, genre Oui. checker toutes les pages de jouets. Puis t'étais comme, je peux enfin faire ma liste pour l'échange de cadeaux. Genre, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut en main. Tu sais. Moi, je peux le passer au travers, même si je savais que c'était à la fin. C'est comme quand tu manges chez McDo, moi, je finissais par le petit cornichon dans le milieu du burger. Au niveau de... Au niveau des jouets, c'était ça. Là, je passais à travers la lingerie, puis là, genre, la coutellerie, ça s'en vient. L'électronique.
Là, t'arrivais aux jeux vidéo et les figurines. T'es donc bien patient. Mais là, plus tu vieillissais, plus t'arrêtais plus longtemps à la lingerie. Oui, la lingerie prenait une certaine importance pour d'autres raisons. Oui, mais j'allais quand même voir les figurines de Ghostbusters avant, je pense. C'était cet âge-là entre deux mondes. Écoute, c'est les priorités. Hein? Ça n'a pas changé. Non, pas vraiment. T'avais-tu fini? Est-ce que t'avais fini avec ton truc? Oh, c'était à toi, là. Ah, oui, c'était à moi. Ça fait un bout, c'était à toi. OK. Grosse nouvelle pour moi, parce que je vais vous parler, messieurs, de Star Trek, encore une fois. Vous allez encore parler de Tinder. Oui, hein. Donc, en fin de semaine avait lieu la convention officielle de Star Trek, le congrès officiel de Star Trek, qui s'appelle The Official Star Trek Convention à Las Vegas. Donc, c'est à chaque année, à Las Vegas, un gros congrès. Et on reçoit des gens des séries, des producteurs exécutifs, des gens qui ont travaillé sur Star Trek, et maintenant qu'on a une nouvelle série de Star Trek, des gens qui travaillent présentement sur Star Trek. C'est sûr que c'est une année assez charnière parce que en ce moment, on a Discovery, la saison 2 s'en vient prochainement, mais on est déjà en train de développer d'autres propriétés intellectuelles basées sur la brand de Star Trek. Donc la franchise va devenir plus grande. On savait déjà depuis le Comic-Con de San Diego qu'il allait avoir un truc qui s'appelle Star Trek Short Trek, donc des courts épisodes de 10-15 minutes basés sur l'univers de Star Trek Discovery. On allait avoir ça directement sur CBS All Access, qui est le service payant de CBS. Okay. Malheureusement, à ma connaissance, pas accessible au Canada, mais qui sait, ça va peut-être changer. La série est disponible sur d'autres formats, mais là, demandez-moi pas lesquels parce que je n'ai pas fait ma recherche. Tout ça pour dire que on est en train de développer Star Trek sous d'autres formats. La franchise de films existe aussi, l'univers de J.J. Abrams. Mais il y avait des rumeurs depuis un certain temps. On parlait du script de Quentin Tarantino. Ce script-là, est-ce que ça va être dans l'univers télé? Est-ce que ça va être une nouvelle série télé? Est-ce que ça va être un nouveau film qui n'a pas rapport avec l'univers de J.J. Abrams? Est-ce que Patrick Stewart va jouer dedans? Parce que Patrick Stewart s'était montré intéressé à reprendre le rôle du capitaine Picard. Et là, j'ai l'impression que ça fait peut-être jaser les gens chez CBS TV Studios et Paramount Pictures, parce que Alex Kurtzman, qui est le co-créateur de Discovery, est un des gars qui est en charge de ramener l'univers de Star Trek au premier plan des intérêts des cinéphiles et des téléspectateurs, a fait un panel, donc il est allé devant la salle principale du congrès, et il a dit, on est en train de développer quelque chose, et pour pouvoir en parler, je me sens pas assez équipé, je suis pas la personne qui devrait parler de ça, on va inviter une personne qui est mieux placée, et tu as Patrick Stewart, celui qui a incarné Jean-Luc Picard depuis les années 80 jusqu'en 2002 dans les films, à venir parler de c'est quoi cette annonce-là. Le monde ont capoté leur vie, parce qu'ils ont tout de suite compris que probablement qu'il y a un lien entre lui et l'annonce, et il a fait un espèce de discours de 12 minutes. Vous pouvez trouver des versions complètes sur YouTube, où il parle de son début avec Star Trek, avec ses débuts avec Star Trek, comment il a eu la job, comment ça a influencé sa carrière, comment depuis 2002, il pensait plus jamais retourner au personnage, pour annoncer finalement qu'il y avait une nouvelle télésérie en développement et que Jean-Luc Picard allait être de retour. Jean-Luc Picard is back. Le monde a capoté. J'ai écouté ce segment-là pendant, je sais pas combien de temps. J'en avais la chair de... J'avais les larmes aux yeux parce que pour moi et plusieurs fans de Star Trek, Picard, c'est comme un père spirituel. C'est comme un modèle de leadership. C'est un modèle éthique. Puis c'est un homme que même s'il n'y avait pas toutes les réponses, il y avait peut-être des pistes de solutions. Puis moi, ça m'a touché en tant que jeune. Puis c'est un modèle idéal que j'aimerais... Tu sais, si je voulais être un homme dans la vie, là, plus sérieux, ça serait Jean-Luc Picard. C'est un peu mon idéal. Tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle... Est-ce que Jean-Luc Picard regarderait son Tinder pendant l'émission? Ben là, c'est parce que j'ai oublié de fermer mon téléphone. Puis la réponse est oui. C'est clair. Donc, il y a une nouvelle série qui est en développement, qui va se passer 20 ans. Donc, il y a autant de temps dans la vraie vie que dans l'univers de Star Trek qui se sont déroulés. C'est comme Twin Peaks. C'est comme Twin Peaks. Il y a 20 ans se sont déroulés depuis Star Trek Nemesis environ. Donc, la série, on peut conclure qu'elle va sortir d'ici 2 ans, d'ici 2020. Il n'y a aucun scénario qui est en développement, qui a été écrit pour l'instant. C'est beaucoup de pourparlers avec Stewart, avec l'équipe de production. Donc, autant de temps, ça, je trouve ça assez intéressant. Ça sera peut-être un Jean-Luc Picard différent de ce qu'on connaissait du personnage, parce que 20 ans se sont écroulés. C'est un homme qui a été changé par les événements de sa vie. Donc, on nous dit qu'il sera peut-être pas un capitaine. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris encore la décision. C'est ce qui arrive. Là. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. Et ça fait 6 mois qu'ils jasent, finalement, Picard, les gens de CBS, pour essayer de trouver une bonne... Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à une mini-série. Ce ne sera pas une trentaine d'épisodes par saison. Mais non, mais là, lui, il rajeunit pas non plus. Oui, il est quand même assez âgé, mais il a l'air quand même particulièrement en forme.
Mais oui, mais c'est très difficile de faire de la télé. Hein. Donc, une trentaine d'épisodes, d'après moi, c'est impossible. Je vois une mini-série. Je vois un 6-10 épisodes. Penses-tu que ce serait comme la première étape avant qu'ils nous annoncent qu'ils ramènent d'autres membres du crew? Là, on sait pas. C'est ça. Les spéculations, là, l'Internet, le Twitter de 1 a explosé depuis l'annonce. C'est vrai, il n'y a plus personne qui peut aller sur Twitter. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a explosé. Oui, c'est ça. Depuis le temps. Quand même, on va avoir un post-generation à la télévision, ce que je trouve vraiment intéressant, de voir comment l'univers de Star Trek a évolué depuis ce temps-là. Post-Deep Space Nine, post-Voyager. Parce que là, Discovery, ça se passe avant tout ça. Oui, c'est 10 ans avant l'original series. Ouais, puis les films sont un side. Un univers parallèle. Donc là, c'est 20 ans après le dernier film. C'est sûr qu'il y a des personnages de l'original series qui vont venir, pas l'original series, mais de Star Trek Generation qui vont droit avoir des caméos, c'est sûr. Je peux pas croire qu'ils vont pas le mettre. Mais ça va être très différent de ce qu'on connaît. Je pense que ça va être peut-être plus intimiste. Écoute, il y a beaucoup de spéculations qu'on pourrait faire là-dessus, mais moi, je suis tout 100% on. Surtout que je suis très déçu de Discovery. Fait que juste la simple idée de revoir le Captain Picard. Encore une fois, moi, ça me fait capoter. C'est genre juste lui qui boit du thé dans le Nexus. Là. Ouais, go for it. C'est ça le Nexus dans le Nexus Generation, cette affaire-là. Peut-être que Whoopi Goldberg va reprendre son personnage de Guinan. Hey, pourquoi pas? Hein, ça serait malade. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles plus prochainement. C'est comme c'est une des nouvelles de Star Trek qui m'ont fait de quoi, tu sais. Ouais. D'habitude, ça passe un peu par-dessus ma tête. Ah ouais, quand je parle de Star Trek, vous inquiétez. Mais là, tu sais, parce que c'est ça, Generation, j'écoutais ça quand c'est sorti, puis j'ai un peu appris l'anglais avec ça. Moi aussi. Fait que, tu sais, je les ai pas réécoutés depuis. Je trouve que c'est un gros engagement à réécouter tout ça, mais... Je les ai réécoutés 2 fois au moins. Les premiers épisodes sont particuliers. Les 4 premières saisons peuvent être un peu tough, là. C'est de la vieille télé. Oui, mais non, mais ce que je veux... 5 épisodes chaque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez écouter Star Trek Next Generation de la 1 à 4 puis quand même avoir un certain plaisir, mais attendez-vous pas à de la télé. Tu sais, la télé comme telle a évolué depuis. Comme on peut écouter l'original series puis se rendre compte que c'est crissement misogyne. D'ailleurs, Deep Space Nine aussi, c'est vraiment particulier. Il y a des drôles de calls dans Deep Space Nine. Mais juste l'idée de retrouver cet univers-là 20 ans plus tard, moi, ça me fait capoter. Fait que, en espérant qu'il ne se fasse pas frapper par un char d'ici les 2 prochaines années. Oui, non. Mais je vais vous tenir au courant parce que moi, je suis full excité par cette nouvelle-là. C'est drôle. Moi, c'est pareil. J'ai jamais écouté Star Trek, mais j'ai vu la nouvelle passer. Puis j'étais comme... J'étais comme content pour les gens qui trippent sur Star Trek. Je suis comme... Patrick Stewart, il est cool. Je suis content pour eux qui reviennent. Comme, je le vois bien, que c'est iconique comme rôle. Ses raisons aussi pour revenir au personnage sont nobles. Il expliquait dans son discours de 12 minutes que bien des gens sont venus le voir au fil des années et qui l'ont remercié d'avoir interprété ce personnage-là parce que ça a été une figure justement paternelle super importante, qu'il y a des gens qui ont littéralement survécu peut-être à des dépressions grâce à ce personnage-là. Et il se disait dans une période sombre comme la nôtre, qu'on est moi je sais pas pour vous, mais je sens que ça va pas super bien en ce moment dans le monde. On a besoin de ce genre de figure-là. Ouais. Puis j'ai hâte de voir où il va amener le personnage. Là. Je veux pas voir un Patrick Stewart super greedy qu'une cicatrice à la joue. Là. Ça me tente pas. Là. Je veux un Picard qui a évolué et qui a changé, mais j'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte. On a vu Logan. Ouais, on l'a vu. Je veux plus jamais voir ça. Laurent, ton papier est à moitié déchiré, il dit quoi? Ouais, j'ai mis ma tasse d'eau dessus, puis là, la condensation fait son travail. Ben oui. Science! Ouais, science! C'est moi, Gauthier, cette semaine. L'actualité? Le pire, c'est que j'ai vu une nouvelle passer, puis je me suis dit, je pourrais être à la fois J.K. Gauthier, parce que c'était une nouvelle que quelqu'un avait gravé un pénis tellement gros dans de la roche que c'était visible de l'espace. Là, tu sais que tu viens d'arriver à un truc qu'on n'a jamais adressé directement à l'émission. Hein? C'est que Jake parle de pénis? Ouais, que Gauthier parle de l'espace? Continue. Voulez-vous parler de séries de Netflix de Marvel? Non, je veux que tu continues à parler de pénis de l'espace. Mais ils ont comme gravé ça, c'est en Australie. Ok, donc série de Marvel sur Netflix, oui. Il y a une nouvelle comme quoi ils ont annoncé que la saison 3 de Daredevil était pas seulement en chemin, mais qu'elle sortait vraiment, vraiment bientôt. C'est-à-dire en 2018. On est en 2018. On est en 2018, on a déjà plus de la moitié, comme les 2 tiers, presque. Comme ça. T'en vas vite, on est proche de la mort, go! Oui, vite, écoutons des séries Marvel.
j'ai pas la date exacte, il n'est pas encore sorti. On sait déjà qu'on a la saison 2 de Iron Fist en septembre. Tout le monde est excité. J'ai vu une nouvelle, par exemple, qui m'a fait du bien. Oui. Sur ça, il n'y a pas 13 épisodes, il y en a 10. Ah. Fait qu'ils ont peut-être compris que condenser j'ai un peu... vu cette nouvelle-là aussi, puis je suis vraiment content parce que, pour vrai, je trouve que toutes les séries de Marvel de Netflix, il y a tout le temps un creux. Même ceux que j'aime, là, tu sais, les premières séries de Jessica Jones puis de Luke Cage, il y a tout le temps un moment où je suis comme, ça tourne en rond, là, ça pourrait être resserré. La saison 2 de Daredevil, qui était comme 2 saisons en une. Ouais. Il y avait comme la première partie, c'était Punisher, puis la deuxième partie, c'était des ninjas. Ils ont fait des liens avec ça, mais c'était un peu... Mais je dois dire, à la défense de Daredevil, que, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est les 2 saisons des séries Netflix de Marvel qui tiennent le plus la route. Au sens où, le personnage est super intéressant, l'univers est intéressant. Il y a moins de longueur. Il y a moins de longueur, Ouais, puis c'est ça, moi je suis quand même excité parce que on parlait l'autre fois du Marvel fatigue, puis là je pensais que c'était pour les films, mais je le sens pour les séries aussi, qui était pourtant mon bout préféré du MCU, tu sais, mais là, écoute, j'ai pas réussi à finir Punisher. Pourtant, c'est bon. J'ai choqué en chemin. Comme, après 6 épisodes, j'ai comme si il n'est pas pour se passer plus d'affaires que ça. Moi, ça suffit. Ben c'est ça, il y avait trop d'épisodes. Ouais. Encore là, c'est ça, tu sais, ça aurait sûrement été intéressant si ça n'avait pas drag autant. Puis s'il n'avait pas refait une origine qu'on n'avait pas besoin. C'est ça. Ou il deal avec son... En tout cas, puis là, même chose, là, je suis en train d'écouter la saison 2 de Jessica Jones, puis je trouve ça long. Jessica Jones et Luke Cage, il faut que je m'y mette parce que j'ai commencé, mais j'ai pas continué. Mais c'est ça. Tu sais, alors que, je sais pas si vous vous rappelez, mais tu sais, les 3 premières, mettons, on les a bingées en 2 jours. Tout le monde, c'était comme impossible d'arrêter. Tu sais. Je me souviens de la première de Daredevil. J'étais au Comic-Con ou au Festival de la BD francophone de Québec. Je suis revenu à Montréal et là, j'ai regardé Simon qui était assis sur le sofa en train de regarder Daredevil, puis il avait un gros smile, un gros sourire d'enfant de 8 ans. Puis j'ai dit, c'est-tu bon? Il fait, c'est bon. C'était le bon temps, man, en 2014. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas comment. J'allais dire, je sais pas comment on est devenu blasé si vite. Il y a eu la saison 1 de Iron Fist. Je pense que c'est la réponse à cette question-là. Mais écoutez, ça s'en vient. Je sais pas si s'il resserre la vis, si c'est plus tête, si... ça va sûrement être avec Bullseye, là. Ils sont rendus là. Ouais, probablement. Puis tu sais, dans toute cette gang-là, je trouve encore que Daredevil, c'est comme la meilleure. Ouais. S'ils sont pour arrêter Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, je souhaiterais au moins que Daredevil ait une certaine continuité. Ouais. S'ils sont pour faire ça, là, je sais pas ce qu'il y en est du futur de ces propriétés-là, mais je veux sais voir... pas, à date, tout a l'air de marcher encore. Je dirais pas non je dirais pas non à un deuxième Defenders aussi. Ouais, moi aussi, je suis partant. C'était cool, Defenders. Mais Defenders, qui est la saison 2.5 de Daredevil. Daredevil reste le personnage principal de Defenders. Non, mais ça avait l'avantage aussi que s'il y en a un que t'es plus tanné ou que tu as 13 épisodes de la même personne, c'est long, mais là, au moins, ça switchait. Bon point. Yes. Coudon, fait que, ça s'en vient. OK. Toi, Simon, est-ce que tu as quelque chose? Oui, il y a le réalisateur et producteur Nicholas Winding Refn qui a sorti récemment, dans les derniers jours, son propre site de streaming. Donc, de service de flux en continu. Ouais. Je savais que t'allais le dire, mais ça me tentait pas, moi. J'ai tellement eu d'images mentales. C'est parce que le monde a de la misère à dire ce terme-là à cause du mot flux, mais c'est le terme. Oui, je sais. Bien. J'ai 37 ans. Oui, c'est ça. Et c'est un site dédié aux films de genre ou aux films cultes. Culte. En tout cas, c'est pas juste ses films. Non, c'est ça. C'est lui, en fait, qui a acheté, par amour du cinéma, des films. OK. Puis, il les retravaille, puis les numérise et tout. Puis, il s'est dit, tant qu'à le faire, je vais l'offrir au monde. La particularité avec ce service-là, c'est que c'est gratuit. Wow! Tu fais juste te créer un compte, et voilà, tu as accès à ça. Puis, j'étais allé voir, j'ai regardé, puis quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ben, les films, c'est des films que j'ai jamais entendu parler. Puis, il sort ça tranquillement, puis c'est ils appellent ça des éditeurs invités, en fait. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui choisit, mettons, un film dans sa collection à lui. Ouais. Shudder fait ça, d'ailleurs. Ouais. Et
ce que j'ai aimé, c'est que sur le site web, tu as le film. Puis, à côté, tu as vraiment beaucoup de bonus et d'informations. Wow. Okay. Et la Comme façon... si tu avais le DVD avec les bonus. C'est plus poussé que ça. Ah ouais? Je te dirais que c'est plus un travail de muséologie. Muséologue, mettons. Parce que ça me fait penser à quand tu vas voir une exposition puis tu vois plein de trucs par rapport au sujet. C'est juste que là, tu as le film, t'sais. Mais tu as plein d'écrits, des entrevues, donc, c'est pas juste des vidéo. essais. Non, c'est ça. Puis en plus, dans les sections, quand tu as un texte, tu as le titre, puis là, après, ils disent ça va te prendre à peu près 50 minutes à lire. T'sais. Ah ouais? Puis il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Puis c'est vraiment... 50 minutes, okay, c'est des bons textes. Oui, c'est ça. C'est des gros textes avec beaucoup de chapitres. C'est un petit peu overwhelming là, quand tu vois ça d'une shot, mais tu dis qu'il y a de la job puis de l'amour là-dedans. Mais c'est comme un bonus de DVD. Tu sais, moi, c'est bien rare que je regarde tout. Il faut vraiment que j'aille triper sur le film. Mais tu sais, c'est cool de savoir. Tu sais, je browse tout le temps, voir qu'est-ce qu'il y a. Okay. Est-ce que c'est juste des vieux films? À date, oui. En fait, c'est les 3 films qu'il y a présentement qui sont mis dans un volume 1 qui s'appelle Regional Renegade. Fait que ce que je comprends, c'est que c'est des films sur des réalisateurs locaux aux États-Unis qui ont fait leur propre film. C'est tous des films des années 60, je crois. Il y a The Nest of the Cuckoo's Bird, il y a Hot Thrills et Warm Chills. Est-ce que c'est des films dont tu avais déjà entendu parler? Non, c'est ça. Et le 3e, c'est Shanty Tramp. Puis j'ai pas regardé la prémisse ou quoi que ce soit. J'ai juste regardé pour voir la qualité des vidéos. Puis là, tu peux le voir en 1280, puis c'est super bien rendu. Fait que, mais c'est ça, je suis vraiment impressionné par la job d'archive qu'il y a avec tout ça. Beaucoup d'informations. Tu sais, je me suis retrouvé, pour le premier film, je me suis retrouvé, non, le deuxième, qui est Hot Thrills and Warm Chills, je me suis retrouvé sur la page d'une actrice du film, sur une entrevue avec elle, puis sa vie, puis comment elle a un lien avec Jack Ruby, le gars qui a assassiné Lee Harvey Oswald, puis en tout cas, tu sais, ça va loin, là. Puis il y a vraiment beaucoup d'informations, fait que c'est cool pour ça. Tu crées un compte, par contre? Ouais, tu fais juste rentrer ton adresse email. Puis au niveau de l'interface, c'est comment? C'est très... facile à utiliser? Non, c'est pas tant. En fait, une affaire que je trouvais plate, c'est que tu pouvais pas faire retour. Mettons, tu regardes le film, puis là, tu le mets sur pause, tu vas sur l'information, puis quand tu es dessus, tu veux juste revenir d'une étape, puis j'ai pas trouvé comment. Mais non, c'est ça. Puis tu fais back, mais ça te ramène à la première page. Est-ce que tu peux reculer sur la timeline de lecture, sur la ligne de lecture? Oui, ça, oui. Sur le film, oui, il n'y a pas de problème. Okay. Mais, cool. C'est ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, le nom qui est By NWR. BYNWR. Donc, c'est By Nicholas Wiffen. Ouais. Mais des fois, je le lis en entrevue, lui, puis j'y roll un peu. Là. C'est un movie snob? Un petit peu, ouais. Il est gossant, mais il a fait ça. Ouais, puis, des films dont quand même toi, cool. t'as pas entendu parler. Non, c'est ça. C'est quand même point dessus. Ouais, mais tu vois, c'est, mettons, la vibe... non, j'allais dire Ed Wood, mais c'est pas vraiment ça. Mais tu vois que c'est du cinéma que personne connaît. Vraiment. Ben écoute, c'est une manière... D'ailleurs, c'est un problème avec Netflix, c'est qu'on n'a pas nécessairement des films de répertoire. Non, c'est ça. Et à moins qu'il y ait un service qui existe éventuellement dédié à ça, il y a un certain cinéma qu'on verra jamais, ce qui est vraiment dommage. Mais il y a une demande. Fait que peut-être qu'éventuellement quelqu'un va mettre en place une initiative quelconque. Puis... Ben, c'est cool qu'il y en ait. Il y a de plus en plus de services de flux en continu. Oui. Mais comme plus qui se spécialisent. Comme Shudder. Par exemple et tout. En tout cas, il n'y en a pas tant que ça encore, mais on voit justement qu'il y a une espèce de réponse au monopole Netflix qui essaie de se concentrer sur quelque chose de plus niché. Ce qui est dommage, par contre, c'est que de la manière que les droits fonctionnent au Canada, c'est que, par contre, je donne un exemple, si, à moins que je me trompe, là, peut-être quelqu'un pourrait me corriger, mais si Netflix a les droits pour une propriété, il y a des chances qu'elle ne se retrouve pas ailleurs. Tandis qu'aux États-Unis, au niveau des droits des divertissements, c'est un plus gros marché, il y a plusieurs grands joueurs. De possibilité, je crois, que le film, la série, soit diffusé, possédé par plusieurs personnes en même temps. Ce qui n'est pas le cas au Canada. Donc, si tu en as un qui l'a, c'est compliqué
que les autres l'aient aussi, en même temps. Donc ça, c'est... Mais ça va te coûter autant cher que le corps. Ouais, c'est ça. Si t'en as 3, déjà, ça te coûte 30$. Moi, je me suis abonné à Shudder. Non, mais tu peux alterner, tu sais. Ouais. Comme, je coupe mon abonnement pour 2-3 mois Netflix, je vide l'autre, tu sais, tout ce que je veux. Je me suis abonné à Shudder, je suis pas convaincu encore. C'est peut-être pas le genre de contenu qui m'intéresse. Là. Non, moi tout, je me suis abonné, mais vu que j'essaye le Shudder des États-Unis de façon le fun. Tu changes ton VPN? Ouais, genre, il y a quand même du stock, mais je me suis surtout concentré sur The Last Drive-In par Joe Bob Briggs dans les dernières semaines. Fait que ça, c'est le fun, mais tu sais, pour le reste, j'ai pas trop fouillé. Il n'est pas disponible au Canada, cette sélection? Non, je pense, ou peut-être pas tous les films. Ce que j'ai aimé de Shudder, par contre, c'est qu'ils ont un show exclusif. C'est donc un show chaise. C'est eux autres qui parlent de films dans leur sélection, mais c'est créé par Shudder. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai une petite nouvelle vraiment... en fait, c'est pas vraiment une petite nouvelle, mais je voulais vous en parler parce que figurez-vous donc que me suis abonné à un service de flux en continu d'une certaine manière. J'étais déjà abonné, mais j'avais jamais fait nécessairement de transaction à ce niveau-là, de ce type en tout cas. C'est que j'étais fasciné par la série de Castle Rock, qui est une production de Bad Robot, la compagnie de production de J.J. Abrams, qui se déroule dans l'univers consensuel de Stephen King. Donc Castle Rock est une ville qui apparaît souvent dans les livres de Stephen King, soit en mention, soit l'histoire du roman a lieu dans cette ville-là, où il se passe plein de petits trucs vraiment particuliers, voire étranges. C'est une série de Hulu. C'est un service de flux en continu exclusif aux États-Unis, qui n'est pas disponible encore au Canada, mais il y a moyen de l'avoir. Je pense que Crave l'offre, je crois, sur leur service. Je l'ai appris après, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est la première fois que je fais ça, c'est que j'ai acheté la série sur iTunes. J'ai découvert iTunes, ce service-là. Je savais que ça existait, mais je ne l'avais jamais fait avant, parce que j'ai loué La pomme, la queue et les pépins de Claude Fournier, afin de me préparer pour une entrevue avec M. Fournier. Et il fallait que je revoie le film, et le service m'a plu beaucoup. C'était simple. Je pouvais streamer le film, je pouvais le downloader puis l'écouter après. Et là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté Castle Rock. À l'époque, il y a une semaine, il y avait juste 3 épisodes disponibles, mais quand le 4e a été rendu disponible, je l'ai reçu sur mon téléphone, une petite notification. Ton épisode est disponible, donc pour le prix, c'était quand même pas pire, c'était 24,99, puis je voulais me payer un petit peu. Pour la saison? Pour la saison, mais c'est une courte saison. Mais je me disais, j'étais intrigué, ça m'intéressait de le voir, j'avais pas envie de le pirater, et je voulais tester ce service-là, pourquoi pas. Et je vais vous dire, c'est franchement, je suis impressionné. Il y a la distribution est vraiment bonne. Et tu as 2 visages familiers à l'univers de Stephen King qui sont dans cette série-là, mais qui ne reprennent pas leur personnage. Je parle de Bill Skarsgård, entre autres, qui a joué la créature de It dans le film It, qui joue un prisonnier de Shawshank, donc la prison de Shawshank dans Shawshank Redemption. Et tu as Sissy Spacek, qui a joué entre autres dans Carrie, qui joue maintenant le personnage de Ruth Deaver. Je vais vous résumer rapidement l'histoire. C'est un garçon qui est retrouvé dans la prison de Shawshank Redemption, donc le Shawshank Prison, après le suicide du tenancier de la prison, donc la personne, le doyen de la prison, la personne qui est en charge de cette prison-là. On ne sait pas pourquoi il est là, donc on ne sait pas si c'est un vrai criminel qui a été mis de côté, on ne sait pas si c'est un kidnapping, la personne l'a amené là, donc on veut le traiter à travers le système, mais on ne veut pas le libérer parce qu'on ne sait pas c'est qui, il veut pas dévoiler qui il est. Et ces événements-là amènent le retour d'un jeune adulte qui, dans les années 90, a été enlevé, qui a disparu une dizaine de journées dans les bois autour de Castle Rock. Et donc, l'histoire est à propos de ce jeune garçon-là qui revient, qui est rendu un avocat, qui prend le contrat, finalement, de défendre les intérêts de ce client-là, qui parle pratiquement pas, d'ailleurs. Et on compose avec le passé de Henry Deaver, qui est joué par André Holland, qui est l'avocat, et le secret de le secret de la ville et l'origine de ce garçon-là qu'on ne sait pas c'est qui est joué par Bill Skarsgård. C'est franchement super bien écrit. J'ai vu des critiques négatives sur Internet. Moi, je suis personnellement pas d'accord. Je trouve que c'est bien fignolé. Et c'est écrit d'une manière que tu n'as pas l'impression qu'il se frotte les pieds. Là. On y va pas de reculons. Tu vois que c'est bien taillé. L'histoire, tu en apprends toujours un petit peu plus, mais tu en as juste assez pour te garder en haleine. Le côté paranormal n'est pas hyper présent, mais si vous êtes fan de Stephen King, il y a des petits clins d'œil. D'ailleurs, dans le générique d'introduction, on a la ville de Derry
qui est la ville dans It, qui est mentionnée. On la voit encerclée. Il y a un personnage dont le nom de famille s'appelle Torrance, donc on peut penser que c'est un descendant de Jack Torrance dans Shining. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont là que je trouve franchement intéressants. Est-ce qu'il y a un sorcier avec un bouclier qui hypnotise les gens? Non, pas encore. De G.I. Joe? G.I. Joe, pas encore, mais c'est probablement qu'il va faire une apparition surprise. Moi, très le fun. Mais écoutez, je vais vous tenir au courant. J'aurais aimé ça en parler. Ça aurait été le fun que Jake soit là pour en parler un petit peu plus. Mais moi, j'aime beaucoup ça. J'aime d'ailleurs le service Netflix. Moi, je suis toujours un peu hésitant à mettre l'argent dans un service qui Apple, est... tu veux dire? Oui, pardon, oui. iTunes. Mais je suis toujours hésitant à mettre l'argent dans un service qui n'est pas physique parce qu'après, tu possèdes pas vraiment ce que tu as. Mais en même temps, tu sais... I know what you mean. Mais en même temps... C'est pour ça qu'il y a tellement de choses chez nous. Tu sais, en même temps... mais en même temps, tu t'es débarrassé de tout. Ouais, je sais. Puis le plastique, j'étais un peu tanné, là. Donc, voilà. même c'est bon. En tout cas, j'ai les tortues. C'est ça. T'as les tortues, puis les pélicans, puis les maudits goélands. Dans toutes Mais, les cases de Blu-ray. C'est un super de beau, une super de belle série. C'est bien fait. L'intrigue est vraiment bonne. Jetez un coup d'œil, que ce soit sur Crave. C'est disponible à la télé aussi. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Et si vous êtes fan de Stephen King, là, on sait que Stephen King a eu des bonnes années dans les 2 dernières années à peu près. Là. Ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine pour l'instant. Je suis hook à Castle Rock. Est-ce qu'il te restait quelque chose, M. Laurent? J'ai toutes des petites nouvelles. Ben, vas-y donc en rafale rapidement. Est-ce que vous... jingle? Est-ce que vous vous rappelez de Alf? Oui. Ouais, il revient. Mais pas sous forme de pog. Malheureusement, il parle. Je l'ai noté vraiment juste pour faire ça. Mais pour vrai, on parle d'un reboot de Alf, mais c'est comme. Je sais que ça a été big, mais j'ai jamais regardé ça. C'est un extraterrestre. J'ai appris qu'il mangeait des chats. Ouais. J'ai réécouté. Là. C'est vraiment. C'est peut-être parce que je les ai réécoutés en français. Ouais, oui, c'est comme comme tout l'humour se perd. C'est comme écouter Steinfeld en français, ça marche pas. Là. Ben je sais pas. Fait que là, attends, c'était un extraterrestre qui habitait dans une famille. Ouais, il fallait pas que les gens le voient. C'est ça. Parce qu'il pouvait se faire arrêter par le gouvernement. Puis, Okay. Dans la série, finit là-dessus. Là. Les prisonniers du gouvernement. Pour vrai? Oui. Ouais, je pense que c'est le film. Ça finit ça? Est-ce-tu le film? Avec Martin Sheen? Je me souviens plus, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça finissait plus ou moins mal. Ouais. Ah ouais. Mais, puis ils ont fait l'épisode de Noël le plus déprimant. Ouais. Ah oui, c'est avec un enfant qui meurt du cancer. Ouais. Ah, J'ai vu une annonce sur Bird Movie Death. Bird Death, whatever. Lord, c'est Bird Movie Death. Exactement. Bon. Et puis ils sont un peu smartass. Ce film-là, il aime bien un peu à la Bleeding Cool dire qu'il y avait le scoop avant tout le monde. Là. Et dans ce papier-là, dans cet article-là, il disait que c'était Warner Brothers qui développait le projet. Et tant qu'à le faire développer par Warner Brothers, assumez-le à la manière que vous faites vos films, puis faites une version fucking dark de Alf, où on le voit littéralement bouffer des chats devant la caméra, contrairement à la série des années 80. Ouais, mais c'est peut-être... Tu sais, là, on parle d'un reboot, mais mettons que ça serait vraiment la suite, tu sais, comme Picard, là, Alf, il revient. Ouais. Là, il s'est fait expérimenter dessus pendant, genre, toutes les 27 années depuis qu'on l'a pas vu, 30 ans. Mais ça va être dark and gritty. Hey, gritty, là, ouais. Parce qu'après ça, ils s'en sacent-tu de me manger des chats? Je l'écouterais, moi, cette série-là. Mais c'était intriguant, mais tu sais, bon, j'imagine c'est un que sitcom, là. Ouais, puis j'imagine que des c'est blagues, un peu là. axé à la jeunesse. Il y a Fraser qui revient aussi. Ouais, Ah ouais? il parle de faire ça. En tout cas. OK, on vit une drôle d'époque, hein? Ouais. Quand même. Sinon, une petite nouvelle de fun, c'est une exposition. On parlait d'aller au musée tout à l'heure. Il y a une belle expo de Frédéric Bach à la Cinémathèque en ce moment. Frédéric Bach, qui était un réalisateur d'animation québécois culte. Ben ouais, disons-le. l'homme qui a planté des arbres. Ouais, l'homme qui a planté des arbres, Crack et tout. C'est souvent, tu sais, moi, c'est des films que personnellement, j'ai vus comme très jeune. De force. Non, mais quand tu le vois jeune, tu fais... non, mais après, ça passait comme, tu sais, avant que les bonhommes jouent ou quelque chose genre, tu sais. Ou en fin de station. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça dans des drôles de plage horaire où clairement c'était pour boucher de quoi. Pis t'étais comme, je sais pas ce que je regarde, c'est pas mes bonhommes habituels, mais je suis comme, j'aime ça quand même. C'était voulu. C'était un programmateur de télévision qui a dit, mes petits colis, vous allez vos cartoons juste avant. Ouais, c'est ça. On va vous éduquer. Mais là, c'est ça. Il y a une expo sur... écoute, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est.
Je présume qu'il y a des dessins et puis plein d'affaires intéressantes, mais c'est à la Cinémathèque et c'est gratuit. Ils ont comme un hall d'exposition en bas, donc c'est là pour encore 2 ou 3 semaines. Là. J'ai oublié de noter les dates. J'ai comme plein de... Cinémathèque qui est tellement un endroit cool là, que j'ai appris à connaître dans la dernière année. Là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment... Savais-tu que, Benoît, non, je savais pas. Si tu achetais une passe de la Cinémathèque, c'est quand même un bon investissement. C'est quelque chose comme 120 ou 130 $. Mais après ça, tu peux aller voir absolument tous les films qui jouent dans la programmation pendant un an. Ben, c'est quand même... Si t'es un cinéphile puis que tu veux voir beaucoup de films, c'est quand même un bon investissement. Benoît Mercier de l'Univers Parallèle 309 qui est pas sur le chômage. Je serais vraiment content d'apprendre cette nouvelle-là. Ben écoute, si jamais Benoît Mercier se retrouve Prime, se trouve une job payante, il pourra se payer ça une année. Peut-être. Mettons qu'il y a un contrat payant, mais après qu'il retombe sur le chômage, il va pouvoir aller au cinéma vraiment souvent. Profiter de la part. Comme se chercher une job. Acheter une sécheuse. C'est ça. Ouais, on a de sécheuse à péter. Hein. Bon. C'est une sécheuse en merde. Écoutez, fans des Mystérieux, si jamais vous avez les bonnes plugs de sécheuse. Je l'ai dit l'autre fois, puis il n'y a personne qui a répondu. Non, on s'est fait donner un tapis, faire une table, l'électricité, mais pas une sécheuse. Comment people? Ça suffit, la vodka, là. On a besoin de sécher notre linge. La vodka est pas mal bonne, d'ailleurs. T'avais-tu une autre chose? J'ai vu que Vin Diesel avait commencé le tournage pour un film de Bloodshot. Ben ouais! Basé sur une propriété de Valiant. Ouais, de Valiant Comics. Puis là, j'ai checké l'article. Puis là, ça a l'air qu'on nous prépare un Valiant Universe, pas mal. Parce qu'il y a aussi... C'est ça le but de toutes les studios. Ouais, c'est ça. Comme, hey, ça marche avec Marvel, on va faire ça nous aussi. Ouais, ils vont faire le Popos Universe bientôt. Là, là, il y a Fate que j'ai vu qui était en préparation aussi. Puis Harbinger. Ouais, puis là, tout ça mènerait à un crossover Bloodshot Harbinger. Là, je suis comme, mais là, faites-en un. Commencez par un. Ouais, c'est ça. C'est comme Cameron avec ses avatars. Là. Ouais, on va faire 8. Je suis comme, ouais, tu veux pas commencer par un deuxième, mettons? Ouais, c'est ça. T'es pas 10 ans. Pas dans 29 ans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Je pense que c'est tout. OK. Toi, Simon, il te restait-tu un truc? Ben, moi, je peux vous parler de certains films que j'ai vus récemment. C'est bon. Je vais parler de films de série B, en fait, ou de douteux, ou de marde, en fait. J'ai écouté le film Zombie 3, que j'avais déjà parlé, comme quoi le Blu-ray sortait. J'ai écouté ça. C'est un film de Lucio Fulci, mais Fulci est tombé malade après qu'il ait fini le premier montage du film. Donc, il a été remplacé par Bruno Mattei et Claudio Fragasso. Ça me fait penser, je vous ai dit que j'ai rencontré Guarino Tabarnak. Là, j'ai pas son nom de famille. Le gars qui était dans Goblin, qui a travaillé avec Fulci. Ah, le compositeur? Oui, cool. C'était cool. Ah oui, j'ai vu le film. Maurizio Guarini. Ouais. Excusez-moi, c'est tout. C'était cool. Il était-tu fin? Il avait super smart. C'était vraiment smart, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Le film, c'est un scientifique qui a créé une petite patente. En tout cas, il y a quelque chose dans une valise. Là, il y a des terroristes qui arrivent pour voler la valise. Puis là, pendant qu'il s'enfuit, le terroriste, il se fait tirer dessus. Puis là, la valise ouvre. Puis là, il est infecté après sa main. Puis là, il s'en va dans un hôtel, puis là, il se coupe le bras. Puis là, finalement, il se fait tuer et il se fait brûler par des gens des autorités. Et le virus qu'il porte maintenant, c'est envoyé dans l'atmosphère. Fait que les gens commencent à se transformer en zombies. Ça se passe sur une île, mais le film est tourné aux Philippines. Fait que il y a un petit feeling très philippinois. Puis... le film est un peu plate quand c'est les bouts militaires scientifiques, mais il y a aussi les sections avec des jeunes qui sont là en vacances, qui se mettent amis avec d'autres militaires. Que juste déjà quand t'es vois arriver puis qu'ils ont du fun là, c'est comme tu sais le Jeep de militaire passe à côté de la roulotte des jeunes, puis là les filles sont là, puis hey, regarde, c'est des militaires, puis là les se mettent militaires sont hey, regarde la meuf. Fait que ça c'est cool. Puis c'est gore sans trop être dégueulasse. C'est sûr que c'est aucunement épeurant. Il y a des jump scares des fois, mais tu fais c'est comme correct. Je pensais que t'allais dire que la main allait développer sa propre conscience. Ben, ça aurait été trop original. Ouais, c'est ça. Là, elle développe, elle rencontre quelqu'un, elle fonde une famille, une maison sur la Rive-Sud, elle fait 1h30 de transport en commun chaque jour pour une job médiocre qu'elle aime pas. Ben ouais, ça va, Ben?
j'en reviens d'un trip, moi, là. Mais c'est ça. Puis vu que ça se passe sur une île, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un genre d'animateur de radio qui nous décrit un peu ce qui se passe. Ah, c'est le fun, ça. Puis dans le cast, évidemment, c'est pas des gros noms, mais pour les habitués des films de genre, surtout les films italiens et tournés aux Philippines, on connaît des faces. Il y a entre autres Massimo Vanni puis Octavino Dell'Acqua qui sont en fait des cascadeurs surtout. Mais ils ont fait beaucoup de films de genre, dont Les Héros de Manhattan puis Les Guerriers du Bronze. Puis dans le cast, dans les principaux, en fait, les deux qui survivent, t'as Darian Safarian, qui est aussi un réalisateur, et il y a Beatrice Ring, qui a joué, pas fait beaucoup d'autres rôles, mais qui joue dans le film Interzone, qui est réalisé par Darian Safarian. Donc, leur amitié a commencé là, je crois. Mais c'est aussi écrit par Rosella Drudi et Claudio Fragasso, qui sont responsables pour Troll 2. Ah oui, ce magnifique chef-d'œuvre du cinéma douteux. Donc, il y a la petite saveur Troll 2 dans ce film. Ah oui, quand même. Ouais. C'est ça. Fait que c'est quand même le fun. Fait que, tu sais, je le recommande. D'accord. C'est cool. Sinon... Faut-tu que j'ai vu les 2 autres zombies avant? Aucunement. Ben, je m'en doutais un peu. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Le Rubis de Feu, en VHS, qui est version française de Bloodstone, qui est un genre de... Tu regardes la pochette, puis ça a l'air d'une Indiana Jones, mais... cheap. Ouais, évidemment, mais ils ont oublié de mettre de l'aventure dans leur film. Fait que c'est une affaire de genre, il y a un rubis là, qui se retrouve dans un sac de quelqu'un, puis là ils se font poursuivre par quelqu'un, par des méchants. Ouais. Puis là, finalement, le rubis se retrouve dans le sac de quelqu'un d'autre, puis là, tout le monde est comme impliqué. Là. C'est plein de quiproquos, puis c'est un peu dull. Il y a aussi un acteur qui fait du brown face, parce que ça se passe en Inde. Ouais. Puis, sérieux, c'était dull. Sauf que si jamais vous avez la chance, allez écouter la chanson thème. C'était quand même le fun. Sinon, je commençais à... je regrettais un peu mes choix de films rendus à celui-là parce que c'est un film qui s'appelle Mon passe-temps favori. Et sur la cover, t'as un gars dans un lit, un genre d'ado, avec 3 filles. Puis là, c'est marqué « Maman, je ne t'attendais pas de sitôt. » Ah oui, puis la pochette, c'est comme s'il se faisait pogner en plein dans l'acte. Tu sais, tu regardes ça, puis ça a l'air folichon, puis ça va être niaiseux, mais tu sais, le fun. Finalement, le film est très PG. OK. Fait que le gars qui se retrouve avec 3 filles dans sa maison, qui sont des amis, mais il y en a une que c'est plus sa blonde, mais ça se développe à mesure que le film avance. Mais il y a comme un rien... Tu sais, avec la prémisse de comme le dos d'un harem chez eux, parce que le film te le vend comme ça quand tu checkes la pochette, mais ils font rien. Puis à chaque fois qu'il va pour comme se passer quelque chose, il arrive de quoi qui les empêche de faire de quoi. C'est vraiment un threesome. Puis il y a une scène qu'on s'est dit, bon, il va se passer quelque chose. Les 3 filles se sont habillées en genre de danseuses du ventre, puis ils ont refait sa chambre avec plein de draps dans les airs, puis ça a l'air vraiment d'un harem. Puis là, il l'amène dans le lit, puis là, il se fait flatter, puis tout. Puis là, les filles, mais je dois aller travailler à la pizzeria, je m'en vais. Il s'en va. Puis là, c'est comme, what? Il a calme malade. Il a fait un Benoît, merci. Il a pas catché. Il était donc sympathique, les filles. Puis, ben, c'est ça. Puis... Fait que, non, c'était vraiment pas bon. Et pour terminer la soirée, j'ai écouté le film Le Jour du Guerrier. OK, c'est toute la même soirée, ça. Ouais, toute la même journée. Puis journée. Le Jour du Guerrier, qui est The Day of the Warrior en anglais, qui est réalisé par Andy Sidaris. Et Andy Sidaris a fait quasiment exclusivement juste des films de cette série de films-là qui s'appelle Les Little Ladies. Et c'est tous des films tournés à Hawaï ou à Las Vegas sur un groupe d'agents secrets ou de filles qui font des enquêtes ou qui... C'est pas clair, là, qu'est-ce qu'ils font. Mais, puis c'est ça, c'est des filles puis deux, trois dudes qui tirent du gun. C'est ça. Puis souvent, les filles en vedette, c'est genre des Playboy Playmate. Fait que, tu sais, vous voyez un peu le niveau. Ouais, le niveau. Fait que c'est beaucoup de boules.
Mais il y a aussi beaucoup d'explosions, beaucoup de dialogues douteux, puis des acteurs qui ne savent pas acter. C'est vraiment le fun. Surtout après les autres films. Les autres films qui étaient dulls, celui-là, il était incroyable. Il y a Gérald Okamura, qui, pour ceux qui connaissent le genre, c'est un gars qui jouait entre autres dans Samurai Cop. Dans ce film-là, mais c'est ça, c'est parce que d'habitude, il se bat. C'est un gars qui est engagé pour se battre. D'ailleurs, c'était le maître dans le film G.I. Joe. Oui, et c'était le seul asiatique dans la série Stargate SG-1. Oh, quand même! Sauf que dans ce film-là, il est pogné pour faire un imitateur d'Elvis. C'est comme, je m'attendais pas à ça. Moi non plus, quand je l'ai vu, j'en revenais pas. Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme l'avant-dernier dans la série des films, fait que c'est vraiment pas le meilleur, mais c'est divertissant. Si vous aimez ça, les explosions, ça, c'est bien le fun. Fait que c'est ça. Parfait. Il n'y a pas vraiment de but pourquoi je parle de ça, mais ça me tentait. Parfait. Écoute, on va... Juste avant de conclure la première partie de l'émission, on fera pas nécessairement une demi-heure sur la BD, hein, je pense. C'est comme ça. On vous a donné du contenu en masse, mais juste pour vous dire qu'il y a un nouveau Die Hard en préparation. Ça s'appelle Die Hard Year One, mais c'est pas le titre officiel. Et la personne qui est responsable du film, c'est un réalisateur qui s'appelle Len Wiseman, qui a entre autres réalisé le 4, le meilleur de la série. Et en fait un journaliste de Slash Film qui s'appelle Fred Topel, qui l'a rencontré durant le party de Fox, durant le Television Critic Association. En fait, ça a été créé pour le Television Critic Association. Et il y a eu full d'informations. On ne sait pas si le type était sous ou quoi, mais il y a un film qui est en préparation. Moi, on dit en anglais le silver lining, donc le côté positif de tout ça, de ce nouveau Die Hard qui serait une suite et pas une suite. Donc, ça se déroulerait sur deux pans temporels avec des flashbacks. C'est écrit par le même duo qui ont travaillé sur The Conjuring, donc Chad Hayes et Carrie W. Hayes. Ben ouais, ces gars-là. Mais moi, je trouve que Conjuring, c'est quand même bien écrit. C'est un film, un scénario solide pour un film qui est quand même très efficace. Et on parlerait aussi d'un retour du personnage de Holly Gennaro. Holly Gennaro, qui est la femme de Bruce Willis, le personnage de Bruce Willis dans les 3 premiers Die Hard, et qui on a perdu de vue. Donc, et pas dans le 3e. Non, on l'entend au téléphone, par contre. Elle est présente sans être présente. Puis donc, ça, depuis cette époque-là, en fait, on la voit plus. Donc, ça serait une manière de retrouver peut-être l'actrice originale. Là, on fait des blagues qui jouerait l'acteur de Bruce Willis jeune. Et moi, je dis, allez chercher Joseph Gordon-Levitt. Il l'a fait dans Looper. Ouais. Ça serait drôle. Ça devrait être pas pire. À moins qu'il fasse le de-aging, là. C'est ça que j'allais dire. Ils font ça maintenant. Bizarre, ils peuvent faire un jeune Bruce Willis. T'imagines, ils se trompent et ils mettent la face de Carrie Fisher. Render un film au complet. C'est trompé de fichier. On va prendre une petite pause. Juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants existent grâce à vos dons. On a une plateforme qui s'appelle Patreon. Vous pouvez l'accéder directement sur notre site internet. Vous allez en haut à gauche, il y a un bouton c'est marqué Faire un don. Vous cliquez là-dessus pour l'équivalent de même pas 4 cafés par mois. Vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Tout ce qu'on demande, c'est un petit $2. Et avec ce $2, vous avez accès à Bifurcation, qui est notre podcast pour les membres payants. Donc, c'est un petit extra qu'on vous donne. Donc, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent parce qu'on est une plateforme complètement indépendante maintenant qu'on a quitté notre station. On était très appréciés. Donc, c'est ça. Donc, Bifurcation, le prochain épisode sera dédié à mon expérience Fantasia et à Rémi Fréchette et Simon Predge qui vont venir se joindre à moi pour parler de notre expérience Fantasia. Donc, on va avoir plus de détails que ce que je vous ai donné tantôt parce qu'il y a plein d'affaires qui se sont passées. Ça va être intéressant, une petite conversation vraiment le fun. Sinon, il y a d'autres manières d'appuyer le show. Vous allez sur iTunes, vous laissez une petite 5 critique. Là, on est rendu au même nombre depuis un petit bout. Là, moi, j'aimerais bien ça que ça arrive à 200 pour le mois de septembre. Fin septembre, il faudrait que ça soit à 200. Là. C'est pas beaucoup. Là. 200 critiques? 200 critiques. Si vous faites une cote 5 étoiles, ça équivaut pour une critique. Donc, c'est super simple. Un avis. C'est ça, une critique, un avis. Donc, vous allez sur iTunes, laissez ça. Ça nous permet de remonter dans les palmarès. Ou sinon, partagez le show. Parlez-en des gens qui aiment la culture pop, qui aiment le podcast. On est là depuis un petit bout. Je pense qu'on a notre place dans votre appareil de balado. Donc, c'est aussi simple que ça. Sinon, j'ai une petite annonce pour... je pense que c'était Roadkill, d'aller écouter Roadkill, parce que le dernier film, Summer of D4, est super bon. C'est pas mal ça. Je veux mentionner que Noël chez Isidore sera pas là dans cette semaine parce que Étienne est en croisière. Étienne Forêt est en croisière. On attend qu'il revienne pour faire un autre épisode. Ouais. Sinon, je vous invite à écouter un passage que j'ai eu au 98.5
à l'émission animée de Catherine Brisson. C'était pour parler de Fantasia, puis c'était vraiment cool. J'aime beaucoup cette animatrice-là. Elle est vraiment, au fait, je pense, elle connaît tout, là. Puis elle est sympathique. Puis on a parlé de Fantasia, puis on a parlé de Culture Geek. Puis je la trouve vraiment très bonne. Puis c'était une entrevue ou un segment d'une demi-heure que j'ai vraiment beaucoup aimé avec elle. Donc 98.5, vous tapez mon nom de famille, Benoît Mercier. Il y en a quelques-uns qui sortent. Donc le dernier, le plus récent, qui a eu lieu, je pense l'enregistrement, c'était la première semaine de Fantasia. Donc on a parlé de ça entre autres. On prend une petite pause et on revient avec Green Lantern Earth One, la BD préférée de Laurent Boutin. Et vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On est maintenant en deuxième partie d'émission où on discute d'un sujet. Cette semaine, la bande dessinée, c'est Green Lantern Earth One, volume 1, de l'auteur Corinna Bechko et de l'illustrateur Gabrielle Hardman, ou illustratrice. Pas clair, hein? J'ai pas vérifié. C'est un gars. C'est un gars, hein? J'ai lu sa bio à la fin. Et voilà. Pour situer les gens qui n'ont jamais écouté Les Mystérieux Étonnants, en dernière partie, on parle toujours d'un sujet et on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée et vous voulez découvrir cette bande dessinée-là en la lisant, on vous invite à faire pause. Ah, non, oups. Donc, faites pause, revenez-y. C'est la même chose qu'on parle de film. On va dans les détails. Donc, juste pour situer, pour les gars, vous, ici, en studio, pour les gens à la maison, DC Comics a une étiquette qui s'appelle Earth One. Donc, c'est une étiquette qui ne prend pas compte du canon, donc de l'historicité des personnages de DC Comics. Il y a eu une série sur Wonder Woman, dont on a parlé à l'émission, une série de Superman et une série de Batman. Et ce sont des volumes complets, donc ils ne sont pas vendus en single pour éventuellement être ramenés en trade. C'est un gros volume, comme une bande dessinée à l'européenne, à peu près, une petite bande dessinée à l'européenne. Ouais, à peu près au niveau du... C'est 155 pages, je pense, pour celle-ci quand même. C'est un peu plus gros, mais c'est de la grosseur d'un volume régulier de trade, donc couverture rigide quand ça sort à l'origine. Donc, ça ne prend pas connaissance du passé de DC Comics, et à moins que je me trompe, pour l'instant, on n'a pas vu les personnages se rencontrer entre les séries. Je pense que chacun reste assez divisé. Puis c'est l'occasion pour des auteurs, des illustrateurs de conter une nouvelle origine pour ces personnages-là, raconter cette histoire de façon différente, et ça sort de façon sporadique. Et ça, c'est le premier volume de peut-être une série dédiée à l'univers de Green Lantern. Juste avant de commencer, est-ce que vous êtes familier avec l'univers de Green Lantern, toi, Simon? Oui, pas mal. Pas mal, toi, Laurent? Absolument zéro. Okay. Je sais, tu sais, mettons, j'y pensais en fait en lisant la BD, je sais que il y en a eu plusieurs. Je sais que Hal Jordan, c'est un des plus importants. Je sais qu'il y a une genre de bague, puis qu'il y a comme une police de l'espace, puis qu'il y a plusieurs gens avec des bagues qui sont des polices de l'espace, puis qu'ils peuvent faire à peu près n'importe quoi dans le domaine de leur imagination. Grâce à la bague. Grâce à la bague, puis que leur principale faiblesse, c'est genre la psyché. Ouais, genre, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça que je sais, puis là, à part ça, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. En fait, Green Lantern a été développé dans les dernières années par un auteur qui s'appelle Jeff Jones, qui maintenant s'occupe de plein de divisions de DC, donc la division de l'entertainment. Ça a ramené vraiment le personnage à l'avant-plan. Lisez son Green Lantern Rebirth, qui est une excellente mini-série. C'est sûr que ça prend quand même une certaine connaissance du bagage du personnage puis de l'univers. Moi, personnellement, mon Green Lantern préféré, parce qu'il y en a plusieurs, c'est Kyle Rayner, qui a été tout seul, le seul Green Lantern pendant plusieurs années. Et Rebirth marque le retour de Hal Jordan en tant que Green Lantern. Mais ça n'a rien à voir dans la série dont on va parler. Non, c'est ça. Il n'y a aucune implication. Donc, c'est vraiment un retour à zéro. On nous projette dans un futur plus ou moins nommé. Et Hal Jordan, dans cette version-là du personnage, est dans l'espace. C'est un minier. Il travaille pour une compagnie privée. Et lors d'une exploitation d'un astéroïde entre Mars et telle autre planète dans notre système solaire, il découvre la carcasse d'un vaisseau extraterrestre dans lequel il y a un robot qui est un Manhunter, qui fait partie habituellement de la mythologie des Green Lantern, et il retrouve la bague de l'ancien Green Lantern qui la possédait, son cadavre est dans la carcasse, la récupère et devient la possession finalement du pouvoir des anciens Green Lantern, de l'ancien Green Lantern. Et à partir de ce moment-là, il est propulsé dans l'espace, il fait la rencontre d'un autre Green Lantern qui s'appelle Kilowog, qui est un personnage qui existe aussi dans la mythologie consensuelle. Et c'est un personnage, par exemple, dans la mythologie consensuelle qui enseigne à Kyle Rayner comment devenir un Green Lantern. Mais là, on a un changement de statu quo.
les deux ne savent pas vraiment ce qu'il faut être, comment il faut être un Green Lantern. C'est une force policière qui a été pratiquement décimée par les Manhunters, une espèce de robot qui contrôle maintenant la galaxie, qui sont une espèce d'escouade de police qui faisait la job des Green Lanterns. La plupart des Green Lanterns ont été dépossédés, détruits, et ceux qui restent sont éparpillés un peu à travers la galaxie. Et donc, c'est Kilowog et Hal Jordan qui essaient de retrouver d'autres nouveaux Green Lanterns pour former à nouveau cette escouade-là et protéger leur planète mutuelle. C'est pas mal le statu quo où est-ce qu'on est dans Green Lantern Earth One. Moi, en tant que fan de Green Lantern, j'ai aimé cette nouvelle interprétation-là. C'est une manière différente, fraîche de réinventer l'origine du personnage. J'ai trouvé, personnellement. C'est quoi son origine d'habitude? C'est un pilote d'essai qui montre qu'il n'a pas peur et on lui donne la bague. On lui donne la bague. Qui lui donne? Celui qui possédait la bague avant. Mettons, ça serait l'extraterrestre qu'on voit mort dans le... C'est ça. Il est pas mort. Non, c'est ça. Il est en train de mourir, il passe la bague à Hal Jordan. Ouais. T'as l'air d'un bon Jack, je te donne la bague, tu vas être puissant. Comme si l'élu. Les bagues, habituellement, peuvent vous trouver aussi... mettons, je possède une bague, puis là, je meurs. La bague va aller vers l'autre personne qui, théoriquement, à proximité, mérite de la prendre. Mais là, c'est pas le cas dans ce statu quo-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les pouvoirs des Green Lantern sont moins forts parce que la Power Battery, donc l'espèce de batterie centrale qui alimente toutes ces différentes bagues-là, elle est recouverte d'un dôme créé par les Manhunters. Ce qui fait que oui, tu peux combattre les Manhunters, oui, tu as de la puissance, mais t'es pas à plein régime. Ça, c'est donc quand même une... Excusez, je pense qu'on l'a pas entendu correct. Mais donc, on joue sur l'origine, puis moi, j'ai trouvé ça le fun parce que Superman, Batman, l'origine d'un Earth One c'était sympathique, là, c'était bien. Mais des 3, même des 4 avec Wonder Woman, c'était pas mal cool. Mais celle-là, j'ai vraiment apprécié qu'on nous projette un futur rapproché. Puis, non, j'ai trouvé que c'est un beau what if en bande dessinée. Vous autres, toi, Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis un peu indifférent, je dirais. Ah oui? Ouais, j'ai pas haï ça, j'ai pas trouvé... Tu sais, je pense que j'ai vraiment aimé, mettons, la prémisse, puis que j'aurais plus aimé ça si c'était genre, on suit des miniers de l'espace. Tu sais, il y avait l'air d'avoir une situation géopolitique de genre de course au filon ferreux, que là, il avait perdu. J'étais comme... j'ai comme le goût de savoir ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, là, ils sont rapatriés sur Terre, puis ils n'auront pas leur bonus. Ça a l'air pas nice, tu sais. Là, finalement, ça s'en va dans l'espace, puis là, j'étais comme, bon, ok, tu sais, comme ils vont forer comme des esclaves, puis tout. J'étais comme, il y avait, tu sais, un petit peu, du cliché. Puis, il y a toute je trouvais que ça allait trop vite. Ouais. Ou pas assez, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, il part avec Kilowog parce que la planète de Kilowog se fait attaquer. Là, ils vont partout dans la galaxie essayer de trouver d'autres Green Lantern. Vite, sa planète se fait attaquer, mais je suis comme, combien de temps? Je veux bien croire que vous allez vite dans l'espace, mais vous êtes partis combien de temps? Je veux dire, c'est-tu encore ongoing, vraiment? Est-ce que tout ça se passe dans une journée? Ou, tu comprends que ça s'est échelonné sur plusieurs mois. Ouais. Une longue période de temps. Là, sur cette planète-là, il avait pourtant pas l'air équipé pour se défendre donc ça. Fait que j'étais comme, je trouvais que temporellement, j'étais confus. C'est le saut d'esprit qu'il faut faire en lisant Green Lantern Earth One, c'est qu'il faut accepter que Hal Jordan décide consciemment de quitter la Terre ou qu'importe là, de suivre Kilowog dans cette aventure-là, quand lui, comme tel, a aucun enjeu de faire ça. La Terre n'est pas menacée. Si la Terre avait été menacée, je pourrais comprendre. Parce que c'est le Green Lantern qui est supposé protéger la Terre. Il n'y a pas de raison d'aider vraiment Kilowog. Non, mais il a l'air d'avoir des raisons de ne pas revenir sur Terre, par exemple. Ouais, ça, c'est vrai. Pas trop épanché là-dessus encore, mais il avait l'air de... Tu sais, même au début, il est comme, hey, tabarnouche, moi, je retourne pas, là. Je reste dans l'espace, genre. Retournez-y, les gars, mais moi, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avant. Tu sais, il y a des hints qui a travaillé pour la NASA, il y a peut-être de quoi qui est arrivé, tu sais. L'origine est expliquée, là, c'est dans la bande dessinée, mais c'est plus ou moins convaincant. Là. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que le contrat avec la NASA a mal viré. Il a décidé de suivre les intérêts privés pour avoir de l'argent, puis il n'est pas satisfait du résultat. Ça, après, c'est à découvrir dans la bande dessinée, mais ça serait peut-être pour ça qu'il suit Kilowog, mais si on avait présenté Hal Jordan comme étant un personnage qui aime explorer ou qui veut explorer des contrées lointaines, puis qui trouve ça dommage que la NASA s'est arrêtée
à la ceinture d'astéroïdes pour des raisons monétaires, ça aurait déjà donné une assise intéressante pour projeter le personnage dans la galaxie. T'sais. Mais là, on sait pas trop pourquoi il suit Kilowog. Mais c'est vrai que c'est un point faible. Toi, Simon, qu'est-ce que tu as trouvé qu'est-ce que tu as pensé de cette bande dessinée-là? Moi, aujourd'hui, il y a un ami sur Facebook qui m'a écrit, qui m'a demandé « Hey, t'aurais-tu ça, un gif de Breen LeBeouf? » OK. Puis là, j'ai dit non, mais je peux t'en faire un. Fait que là, j'étais allé chercher le clip de Belle en aventure, quelque chose du genre. Puis là, j'ai la toune en boucle dans la tête qui joue. T'as vraiment pas aimé dans la bande dessinée? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça, je trouvais que ça servait un peu à rien. Puis je pense que c'est le fan de Green Lantern en moi qui a comme pas accroché à rien qu'on me donnait de nouveau, tu sais. Okay. Puis j'apprécie le fait qu'il se soit forcé et qu'il ait fait de quoi de différent. Mais on dirait que Hal Jordan n'avait aucune personnalité dans la BD. Fait que j'ai comme pas accroché vraiment. Puis tous les choix différents, j'ai fait comme OK. Puis mon cerveau allait tout le temps sans arrêt à ce que je connaissais de Green Lantern. Fait que j'avais comme j'étais incapable d'embarquer dans ce que ça me proposait. Je comprends. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Au final, j'ai comme fini, j'ai fait comme j'aime pas ça. Mais je peux pas dire que c'est mauvais, c'est ça l'affaire. C'est juste mon appréciation à moi, ma connexion était pas là, tu sais. Puis, mais je pense qu'il t'aide pas à faire une connexion parce que, tu sais, même moi qui a pas de background de Green Lantern, justement, je trouve que tout est garoché. Tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnalité parce qu'on est tout le temps comme vite, tu sais, comme péripétie. Puis j'ai l'impression qu'on fait ça vite. J'ai l'impression d'écouter genre dans l'épisode précédent, c'est comme voici vite fait une nouvelle origine, vous savez déjà les grandes lignes anyway, fait que là on vient de changer ça, pis ça. Moi je connais pas les grandes lignes, fait que je vois pas les différences, mais je trouve juste que c'est genre hey, on veut faire la Green Lantern Corps vite là, on veut pas passer 12 volumes là-dessus, fait que là, c'est comme on pitch ça dessus, puis c'est comme voici l'origine. OK, cool. C'est ça, puis moi, je m'étais dit, tu sais, plus ça va avancer, plus ils vont développer sa personnalité, tu sais. Puis là, à un moment donné, je vais avoir comme, OK, je comprends Hal Jordan, pourquoi il fait ça. Je reconnais un peu de l'identité qu'il y avait dans la continuité normale. Puis il y a une scène à un moment donné où il parle avec Kilowog. Puis je me suis dit, ça va être là, il va y avoir quelque chose. Puis là, finalement, il fait juste raconter une histoire de qu'est-ce qui était avant. Tu sais, il travaillait pour la NASA, puis là, on apprend un peu son backstory, mais sauf que ça me disait pas plus qui était. Mais ça rajoute rien à son non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai pas trippé. Mais tu sais, j'ai pas haï ça non plus. Mais c'était pas une bonne lecture pour moi. Moi, je t'avouerais que j'ai beaucoup aimé la dynamique Kilowog Green Lantern. Puis c'est vrai que Hal Jordan est un peu plus effacé dans cette série-là. Même pas en tant que nouveau personnage. C'est vrai qu'il est un peu fade. Ouais. C'est pas une réinterprétation. C'est juste qu'il n'y a pas de personnalité. Il est pas présent. Tu sens pas que ses mots ont un certain poids ou que tu sens que c'est un personnage qui est vraiment complet. Ouais. Puis peut-être que ça aurait mérité justement qu'on retrouve certains éléments du personnage d'origine, mais je pense pas que c'est ma déception par rapport à Hal Jordan n'est pas basée sur le fait que ce n'est pas le personnage d'origine, c'est qu'il n'y a juste pas de personnalité, mais la dynamique Kilowog Hal Jordan, elle est intéressante. Je trouvais que c'est un beau body cop movie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série dans laquelle je sentais vraiment une amitié entre les personnages principaux. Tu sais, des fois, tu lis un Justice League, puis Batman, Wonder Woman, Superman se parlent, puis tu y crois pas vraiment. De la manière que c'est écrit, c'est très de surface. Mais comme ces deux personnages-là sont beaucoup ensemble, puis la plupart des dialogues ou des scènes de dialogue se fait entre ces deux personnages-là, j'y ai cru. Puis c'est pour moi ce qui est le plus intéressant dans cette série-là, plus que la nouvelle réinterprétation. J'ai beaucoup aimé l'art aussi. Moi, au début, parce que j'avais de la misère à voir la différence entre Hal Jordan et son coéquipier, je voyais vraiment pas la différence. Les deux sont pareils. Il y en a un qui avait une petite moustache. Ah, j'ai pas remarqué la moustache. Mais il y a beaucoup de traits dans le coup de crayon de l'illustrateur. J'aimais ça, moi aussi, le dessin. Ça me rappelait un peu l'ambiance de Black Science, mettons. Ou du Gordon Murphy aussi. Sean Gordon Murphy. Sean Murphy. Excuse-moi.
Ouais, c'est ça. C'est dans cette école-là. C'est comme moderne. C'était appréciable. J'aime ça aussi quand mon Green Lantern n'est pas constamment en train de faire un gant de boxe avec son énergie. Ça me fait tout le temps rire, ce moment-là. Moi, là, pour vrai, à chaque fois que je pense à la bague de Green Lantern, puis ça date d'avant, je pense à l'épisode des Simpsons là, où Homer est un tailleur de pierre, puis à la fin de l'épisode, Marge est comme tu sais, Homer, il y a 2 personnes ici qui ont des bagues très spéciales en parlant de ses anneaux de mariage, mais là, t'as Bart et Lisa qui font oui, puis là, ils soufflent dans leur bague, qui est comme un sifflet. Là. Moi, c'est. Genre Green Lantern, c'est ça pour moi. C'est genre Bart et Lisa qui sont comme oui! Tu sais que ça fait 2 références aux Simpsons que tu fais dans l'émission. Hein? J'ai un problème. J'ai rien dit de François Pérusse aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est précipité. C'est vrai qu'en 155 pages, puis il y a des pages de prémices, il y a du texte là, un peu avant. T'as pas beaucoup de temps pour développer un nouvel univers. C'est ça la proposition d'un Earth One. Je te dirais en même temps, si tu écoutes ou si tu lis par contre Superman Earth One volume 2, c'est avec Parasite, je pense, l'ennemi de cela. C'est tellement précipité que ça en est essoufflant. Là. T'as pas le temps d'avoir du plaisir. C'est ça encore Straczynski? Le 2, c'était Straczynski. Ouais. Je sais qu'il y a un 3 qui est sorti, que je sais pas si c'est encore lui. Ouais. Je sais pas ce qui arrive avec J. Michael Straczynski. Il me semble que ça fait longtemps qu'on a entendu parler. Est-ce qu'il travaille encore pour DC Comics? Est-ce qu'il est encore actif? On avait une nouvelle sur lui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Puis je pense je me souviens pas sur quoi il travaillait, mais c'était hot. Ouais. Il est tellement hot, ce gars-là. Il est productif as fuck. Ouais. Mais, tu sais, là, je trouve ça précipité, mais il y a un truc que j'ai aimé quand même, c'est l'aspect que tout le monde dans ce Green Lantern Corps, personne l'a déjà vraiment été ou personne ne sait trop comment ça marche. Fait que, tu sais, peut-être que là, c'est un peu précipité, mais si après, c'est genre... Hey, on va tout apprendre en groupe et faire des essais-erreurs. Je trouve que ça peut devenir intéressant. Là, si tout le monde est super hot, le volume d'après... Je pense pas, à moins qu'ils font une ellipse. C'est ça, mais comme si ce qu'on voit, c'est l'apprentissage, je pense que ça peut faire de quoi de quand même intéressant. À moins qu'ils fassent une ellipse puis on voit pas la progression. Là. C'était un peu comme ça dans Superman. Superman, est-ce que Batman Earth One a eu un 2e volume? Je sais pas. Ouais. J'ai pas lu le premier. Là. J'ai lu le premier, c'était correct. Là, à quoi bon faire une nouvelle origine si c'était pas pour pas voir l'évolution de pas héros à un nouveau héros. Il y en a beaucoup de versions Elseworld. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme pourquoi tu repars à neuf pour au pire. Mais des fois, c'est parce que l'auteur qui a une vision. Ouais, c'est ça. Mais là, j'en vois pas encore la vision. Mais Earth One, c'est une vieille proposition. Là. Ça fait longtemps que ça a été lancé, cette affaire-là. Donc, Black Label de DC Comics va probablement engloutir ça. Est-ce qu'il y a un futur pour Earth One? Je le sais pas. Là. Mais on sait que Wonder Woman, Earth One a beaucoup vendu. Fait par un Québécois, illustré par un Québécois. Donc, est-ce qu'il va y avoir une suite? Probablement. Mais tout ça va être amené sûrement sous la label Black Label de DC Comics, qui regroupe toutes les histoires qui ne sont pas canoniques dans l'univers de DC Comics. Mais c'est une vieille idée. L'idée, c'était de donner à des auteurs et des illustrateurs le temps pour travailler sur des titres. Et puis ça peut donner des bons résultats, comme ça peut donner des résultats qui sont plus variables. Le Wonder Woman, je pense que Yannick Paquette a travaillé des années là-dessus. Vraiment longtemps, plusieurs mois. Là. Mais écoute, je pense que visuellement, c'est intéressant. Je t'ai un peu laissé sur ma faim. Ça m'a donné envie, par contre, de lire du Green Lantern. Ça m'a donné le goût de revisiter. Ouais, j'ai le goût de rechecker mes affaires. C'est ça, Est-ce que ça peut être une bonne porte d'entrée, mettons, pour les gens qui s'intéressent au personnage? Parce que, tu sais, comme je sais que du côté de Marvel, c'est tellement le bordel aussi. Tu sais, genre, hey, je voudrais lire The Avengers que je lis, puis à chaque fois, je suis comme, hey boy, par où tu peux commencer? C'est ça. Assis-toi, là, on va jaser. Ça dépend de ce que tu as le goût. Je pense que les Earth One, c'est une bonne proposition quand tu connais déjà les personnages. Parce que le trip des Earth One, c'est de redécouvrir ces personnages-là sous une nouvelle lumière. Fait que c'est pas, mettons, comme les Ultimate où c'est genre le but, c'est vraiment de gagner des nouveaux lecteurs. C'est vraiment un trip d'initié. Le débit de publication est pas assez élevé pour ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir le 2e Green Lantern. Je sais pas quand est-ce s'il y en a un. Donc c'est pas assez. Tandis que Ultimate, il y avait quand même. Il faut qu'il y en ait un autre. Juste de même, ça a aucune raison. Ultimate, il y avait une régularité. C'est ça qui était le fun. Ouais. Donc il y avait cet intérêt-là de vraiment s'immiscer dans un nouvel univers. Là, c'est une proposition. Puis cette proposition-là, elle est assez courte durée. Moi, j'ai trouvé que, en tout cas, comme lecture, c'était pas trop taxant. Moi, ça m'a pris 45 minutes, 1 heure à lire, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme je dis, ça peut être
je trouve que c'est correct si c'est un ton meurt, puis je suis curieux de voir où ça mène, mais si c'est tout, je vois pas l'intérêt du tout de ce volume-là. Si vous êtes intéressé par la mythologie de Green Lantern, je peux vous conseiller ce que moi j'ai commencé au début des années 2000, c'était la run de Kyle Rayner, et là je sais qu'une partie est disponible en gros trade du côté de DC. C'est de la BD qui date, hein? Je vous avertis, là, c'est très wacky. Ça parlotte beaucoup, là. C'est années 90. Là. Mais quand vous passez au travers de cette série-là, où Kyle Rayner, le personnage principal des Green Lantern, après vous tombez dans Rebirth, puis à partir de Rebirth, Jeff Jones a fait ça pendant plusieurs années. Donc, pour arriver au statu quo actuel, vous avez beaucoup de stock à lire avant de être à jour. Puis ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve que c'est un univers qui mérite d'être connu. Ça a été un de mes préférés. Je pense que Batman et Green Lantern, pour moi, sont à égalité dans les personnages de DC que j'aime le plus. D'ailleurs, quand il y a eu le reboot en 2011, quand on est allé dans le New 52, il y avait certains personnages dont les origines, l'univers n'a pas trop changé. Green Lantern faisait partie de ceux dont l'univers n'avait pas beaucoup bougé. Parce qu'on avait... C'était une formule gagnante. C'était une formule gagnante. Je me souviens comment que à chaque fois que j'achetais un numéro, j'étais vraiment excité de lire ça. Puis, c'est pas rien. Non, c'est ça. C'est vraiment un univers le fun puis complexe, mais tu rentres là-dedans, puis c'est de la grosse science-fiction, puis ça va dans tous les sens. Quand ils ont commencé à mettre les couleurs, les autres couleurs, les lanternes bleues, les lanternes verts. C'était malade, vert, mais jaune, orange. Ça devenait comme fascinant. Là. C'était un monde incroyable. Jeff Jones, en fait, DC Comics a publié en gros volume la run de Jeff Jones, donc qui a fait pendant 4 gros volumes. Moi, j'ai trouvé le premier pour genre 20$ dans une librairie usagée à Montréal. Je capotais. C'est des genres de volumes à 100 quelques piastres habituellement. Ça coûte cher, mais si vous voulez pas vous casser le basic, ça vaut la peine. Ils sont disponibles en ligne, mais moi, je vous conseillerais d'aller dans une boutique, parce que ça, c'est aussi une autre affaire. Là. À encourager vos libraires locaux, c'est super important. S'il vous plaît. Encourager Laurent. Oui, encourager Laurent, encourager le Millennium, encourager la librairie Z dans Hochelaga. Ça vaut la peine. Mais tu passes à travers ça, puis il y a vraiment un univers qui est solide, je trouve, du côté de Green Lantern. Donc, peut-être c'est pour ça que moi, j'ai aimé plus la série que toi, par exemple, parce que j'ai déjà une familiarité avec le personnage. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, moi, c'est ça qui a été mon problème. J'avais une familiarité, puis je l'ai comme pas trouvé. Tu la retrouvais pas. Ouais, t'as pas trouvé ou mon cerveau essayait tout le temps de la trouver, puis... c'est drôle, j'ai l'impression de t'entendre parler aussi, tu sais, comme chez Marvel, il y avait la série What If, mais tu sais, c'était tout le temps une prémisse, tu sais, vraiment claire, tu sais, What If, on tweet telle affaire, tu sais. Là, je le vois pas... En tout cas, moi, personnellement, je sais pas trop qu'est-ce qui est tweaké, tu sais. C'est juste, what if c'était pas exactement pareil, tu sais. Bon, OK, mais encore. Tu sais, mettons Superman Red Son. Ça, c'est clair. Ben oui, c'est clair, puis c'est intéressant, tu sais. La prémisse se tient en une phrase, tu comprends, puis t'es comme, OK, c'est cool. Superman ça m'intéresse. Qui est élevé par les Soviets. Ouais, plutôt que les Américains. OK, proposition claire, je suis intrigué ou pas. Là, c'est ça. C'est Batman Red Rain, c'est ça? Donc, Batman est un vampire. Ouais. C'est réglé. Là, c'est plus comme... Genre. What if les Guardians ont créé des Green Lantern, mais finalement, ils voulaient pas, fait qu'ils ont fait des Manhunters. Ouais, ça, c'est compliqué. Mais c'est passé le contraire dans les BD. Les BD, les Guardians ont commencé par construire les Manhunters et ils ont fait par la suite le Green Lantern Corps. Dans ce univers-là, ils ont changé. Mais tu vois, ce qui est le fun, là, ils l'ont adressé dans cette série-là, c'est que les Guardians ont tout le temps été un peu des assholes. Les Guardians, eux-mêmes se proposent comme étant des gardiens de la galaxie, mais c'est des fucking assholes. Ils mettent tout le temps leur Green Lantern dans la marde, ne répondent pas aux questions. Il y a certains d'entre eux qui sont virés bad. Ouais, mais là, en plus, leur argument, c'est on a créé les Green Lantern, mais finalement, tu sais, ils venaient tous de places différentes, fait qu'ils voulaient pas la même affaire, fait que c'est le bordel, fait qu'on a créé un robot qui passe tout pareil. Ouais, c'est une métaphore fasciste. Là, c'est rendu là, c'est vraiment ça. OK, c'est une idée de merde, mais en tout cas... en même temps, ça va avec le modus operandi des Guardians qui sont très détachés émotionnellement de ce qu'ils voient. C'est des extraterrestres qui... On dirait que l'opinion de leur Green Lantern s'en sac un peu. T'sais. Ils prennent pas vraiment ça en compte quand ils engagent un Green Lantern. Mais je vous dirais peut-être, si vous êtes fan de Green Lantern puis vous voulez voir de différent, ça vaut peut-être la peine pour vous autres. Mais sinon, relisez du bon Green Lantern. Allez en librairie, faites-vous suggérer des trades, puis vous allez vraiment avoir un bon moment à lire du stock. Il y en a
en masse qui ont été publiés dans les dernières années. Moi, je dirais, allez écouter la tune de Breen LeBeuf de Ville en Aventure. Bon, on va conclure là-dessus. Moi, je suis allé voir un peu qu'est-ce que le dessinateur avait fait d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ça m'a intéressé. J'ai rien qui me disait tant. Du comics ou... Il a fait... il a travaillé sur des Hulk, mais tu sais, genre Scar, Son of Hulk, là, comme les sous-séries et tout. Là, mais je suis comme... Tu sais, j'ai poussé jusqu'à la recherche. Ça m'a intéressé assez son dessin pour que je check. Ouais, il y a un beau dessin. Il y a ça de gagner. Ouais, c'est vrai. Bon, ben merci Simon. Tu seras peut-être pas là la semaine prochaine. Peut-être que Jake va être là. Je sais pas ce qu'il est. Puis là, on a Gauthier qui est parti à Londres pour 10 jours. Mais là, il est pogné encore à Montréal à cause de la tempête actuelle. Donc, ça va être une tempête. Il va y avoir un orage. Tu sais, là, les tempêtes là, qu'on a en ce moment où il pleut puis il fait encore chaud. Ouais. Ouais, c'est ça. À chaque fois, tu sais, l'espoir, genre, ça va faire tomber la chaleur. Non, il fait juste plus. Il va faire moins humide. Non, il fait plus humide après. Merci Laurent d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là à la maison. N'oubliez pas notre Patreon, super important. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Oui. Bye. Bye.